Bonsoir à toutes et tous, salut Samuel, salut Szilard, salut Monsieur de Messmaker, bienvenue à toutes et tous, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, et puis aussi à celles et ceux qu'on connaît, et bien sûr à celles et ceux qu'on ne connaît pas, et qui j'espère vont passer un chouette moment avec nous ce soir. Au programme de ces 2 heures de stream, jusqu'à 19h, on va parler du film Dune, deuxième partie, film événement sorti hier en salle et qui cartonne, Dune, le roman de SF le plus lu du monde. Je vous propose un bond intergalactique jusque l'an 10191 pour plonger avec les vers géants dans les sables d'Arrakis, danser dans l'épice avec Paul Leto, boire du sang avec l'horrible baron Harkonnen, et on va bien sûr dire du mal de Timothée Chalamet. Ce sera jusqu'à 19h, heure à laquelle on va aller en dessous du tapis rouge qu'Emmanuel Macron a déroulé pour l'émir du Qatar en visite d'État cette semaine en France, avec probablement dans notre ramasse-poussière du PSG, Kylian Mbappé, des pétrodollars, du soft power, une dictature et des otages à Gaza. Ce sera jusqu'à 19h45, heure à laquelle la réalisatrice Noral El Hourch viendra nous présenter HLM Poussy, son premier long métrage. On va parler origine, identité, amitié d'ado, mais aussi MeToo, banlieue, violence des hommes et corps des femmes. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo, il est à peu près 16h en temps universel, il est exactement 18h passé de 2 minutes et 5 secondes à Paris, il est bien sûr l'heure que vous voulez. Sur Twitch, vous en étiez ou vous n'en étiez pas, pardon, mais hier est sorti Dune, deuxième partie, le film événement attendu, bien au-delà de la galaxie SF. Vous ne pourrez pas passer à côté, vous allez voir, même si vous n'avez pas vu le film, même si vous n'aimez pas la science-fiction, je vous promets qu'au bout d'une heure, vous aurez envie d'aller le voir pour l'aimer ou peut-être le détester, parce qu'on va parler de cinéma, mais aussi de politique, d'écologie politique, de transhumanisme, de torture de femmes qui prennent le pouvoir, de héros qui deviennent zinzin. Il y en aura pour tout le monde, c'est promis. C'est un défi que je me lance à moi et avec autour de moi pour le relever 3 aimables mousquetaires. Dans le rôle d'Athos, Nicolas Allard. Salut Nico. Bonjour. Nicolas, tu es professeur agrégé de lettres modernes, auteur j'ai reçu le livre ce matin, de Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction que Télérama qualifie de subjectif, documentaire, intelligent et abordable. Et je souscris parfaitement à ces éloges parce que ton bouquin a l'air super bien fichu et je vais le lire en entier, c'est promis. Ici, on fait pas de pub, on fait de la pub que pour les trucs qu'on a bien aimés et je l'ai beaucoup a priori bien aimé. Dans le rôle de Porthos, c'est aussi évidemment Alexandre Pachouski, passionné de SF, auteur de Génération IA, 80 films et séries pour décrypter l'intelligence artificielle. Alexandre, qu'on a déjà reçu et qu'on a plaisir à recevoir à nouveau pour qu'il éclaire nos lanternes. Salut Alex. Salut. Micro. Voilà pour Athos et Porthos. Et enfin, tout seigneur, tout honneur, Aramis, notre dernier mousquetaire, Troublion, des salles obscures, qui s'en revient du bar où il est allé s'enfiler quelques verres. Après un tour par chez notre copine Natacha Triou de la méthode scientifique sur France Culture, l'ami Simon Rio. Salut Simon. Salut Ludovic, je vous êtes bien informé, mais je vous salue néanmoins. Tu es journaliste, critique de cinéma, à la télévision, sur les ondes et en pixels. Et par ailleurs, Tony Truant, passionné de bière, mais aussi de science-fiction. Voilà pour la scène où va se dérouler notre drame. Après 3 longues années d'absence, ou malheureusement trop courte, c'est selon, la deuxième partie tant attendue de Dune débarque dans les cinémas. Depuis hier mercredi, jour de grande sortie, les Français ont pu découvrir Paul Atreides, les pérégrinations de Paul Atreides, dont le destin est désormais lié à celui des Fremen. It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in. Yes, it's called swimming. I don't believe you. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides. Your father didn't believe in revenge. What if Paul Atreides were still alive? Messieurs les Anglais tiraient les premiers. Vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce qui se lance ? Est-ce que, comme Simon Rio, vous pensez que tout ce qu'a accompli Dune 2 tient dans les performances de Zendaya et Rebecca Ferguson, soit 8 minutes correctes sur presque 3 heures de blockbuster modes et travaux, une bétonnière spatiale navrante, plus lourde encore que le premier film. Nico, je suis sûr que tu n'es pas d'accord avec ça. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Donc, effectivement, on va tout de suite avoir un premier clash, peut-être. C'est ce que tu recherchais, j'imagine. Je ne cherche rien. Non, il n'y a que de la Non, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une adaptation qui restait fidèle
fidèle à l'esprit du roman de Frank Herbert, même s'il y a des libertés qui ont été prises, bien entendu. C'est une adaptation. Dune, c'est une œuvre extrêmement complexe, extrêmement riche. C'est très difficile, en fait, de pouvoir l'adapter le plus fidèlement possible. On va en reparler. Mais voilà, l'esprit me semble être sauvegardé. C'est un grand spectacle sonore et visuel. Je trouve que les acteurs sont à la hauteur, justement, des personnages qu'ils doivent incarner, qui sont des personnages mythiques dans l'univers de la science-fiction. Et puis, par ailleurs, je trouve que Denis Villeneuve a réussi à trouver un juste milieu qui n'était pas évident entre à la fois plaire aux amateurs du roman qui connaissent celui-ci et qui le vénèrent pour certains depuis bien longtemps, et s'adresser aussi à des personnes qui ne sont pas familières de l'univers de Dune, sans pour autant édulcorer absolument celui-ci. Je trouve que c'est un grand film, et un grand film de science-fiction. Ça faisait longtemps justement qu'on pouvait attendre un film comme celui-ci. Puis moi, j'ai beaucoup travaillé effectivement dans le cadre de mon essai sur la question de l'adaptation cinématographique de Dune, parce que Dune a une histoire très tumultueuse avec le cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est vraiment une œuvre qui a pendant longtemps été jugée inadaptable au cinéma. C'était un peu l'équivalent du Seigneur des Anneaux dans la fantasy pendant longtemps avant l'adaptation de Peter Jackson, et je trouve quand même que Denis Villeneuve, même si bien sûr on peut ne pas aimer son film, s'en sort quand même relativement bien étant donné la difficulté du projet qu'il avait face à lui. Alex ? Bon, alors, a priori, je suis plutôt d'accord avec Nicolas et plutôt pas avec Simon. Il y a déjà dans le chat, c'est Simon soit tout doux. Mais oui, Simon va être tout doux. En fait, c'est Michel Serrault disait au moment de la sortie d'Assassin, donc ça fait bien longtemps, presque 30 ans, il disait s'il y a 15 minutes dans un film à sauver, ça vaut le coup d'aller le voir. Et là, moi, c'est pas 15 minutes que j'ai envie de sauver, c'est beaucoup plus. C'est 2h46. En fait, il y a une succession de scènes vraiment de bravoure qui sont. Moi, je garde un aspect finalement très, très enfantin quand je vais au cinéma. J'essaye en tout cas. Et là, j'avais un peu, sur certains moments, envie de me lever avec un réel enthousiasme. Quand je suis sorti, rien qu'en voyant la bande-annonce, j'ai envie d'y retourner. Donc pour ça, moi, c'est simple. J'ai aimé le film. J'ai aimé le film parce qu'au-delà des scènes de bravoure, et il y a quand même quelques scènes, notamment la scène en noir et blanc. On va pas spoiler le film, je sais bien qu'on a eu la consigne, mais il y a quelques scènes qui sont visuellement quand même extrêmement fortes. On peut demi-spoiler. Avec des acteurs dont Austin Butler, qui, même si d'aucuns peuvent en considérer qu'il en fait trop, moi j'ai complètement adhéré à la proposition, d'autant plus que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Elvis, qu'il est dans une série où il a encore rien à voir, qu'il a un physique qui est à l'opposé du rôle qu'il joue, donc moi, c'est quand même ce que j'attends d'un acteur, c'est qu'il me surprenne, et là, c'est pour le moins surprenant, d'autant plus qu'on avait déjà vanté sa prestation, donc j'en attendais beaucoup, et j'ai pas été déçu. Mais finalement, ce qui m'a plu, parce que là, ce qu'on décrit, on le voit relativement régulièrement, des scènes de bravoure qui s'accumulent. J'ai aimé le propos, que j'ai trouvé sombre, que j'ai trouvé extrêmement contemporain, vraiment étonnamment contemporain, c'est-à-dire que c'est fou d'ailleurs comme tu le sais, je suis un amateur de science-fiction, toujours étonné de voir comment des choses ont pu être écrites il y a 60 ans et c'est comme si elles avaient été écrites hier, et là en l'occurrence il y a un aspect très sacrificiel dans le film qui est démontré, qui a trait au pouvoir. Donc à la fois c'est très triste, très sombre, et en ressortant je me suis dit qu'effectivement, est-ce qu'il faut vraiment, quand on veut goûter au pouvoir, être capable d'effectuer ses plus grands sacrifices? Donc il y a vraiment une réflexion qui est bien menée sur le sujet, et puis sans parler de la fable écologique qui a toujours été là, et qui est peut-être pas forcément finalement ce qui est plus présent dans cet opus-là, qui est plus tourné vers l'action que le premier, mais voilà, c'est quand même un science-fiction. Et dernière chose, c'est finalement relativement peu technologique. On va revenir sur tous ces sujets. Tous les films de science-fiction mettent en avant aujourd'hui, notamment plus les séries actuellement, la technologie, l'intelligence artificielle et tout. Et là, finalement, c'est assez drôle de voir ce contre-pied où il est question non seulement d'humain, mais même de mystique. Donc on est vraiment à rebours des séries actuelles qui sont par trop technologiques, quoi. Simon Rio. Alors moi je vais commencer par dire un peu d'où je parle, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui déteste Villeneuve. Je suis pas quelqu'un qui depuis... Menteur. Non, mais justement au contraire, qui depuis 20 ans à chaque film se dirait genre alors voilà, aucunement. Moi ce qui m'intéresse, ce qui m'a d'abord surpris et passionné dans le cinéma de Villeneuve, il me semble que c'est quelqu'un qui parle de conflits et de personnages humains, trop humains si je puis dire,
et de structures, voire de superstructures, qu'il s'est chiné à rendre apparentes. Polytechnique, c'est un film sur le premier féminicide de masse en 1989, dont on dira que c'est l'acte de naissance des incels. C'est un film là-dessus, que je trouve par exemple beaucoup plus intéressant que Elephant de Gus Van Sant, non pas pour dire que c'est mauvais, mais je trouve absolument passionnant, qui va d'abord nous montrer une situation humaine complète, de crise absolue, et nous montrer par l'espace, parce que ça se passe dans l'école polytechnique de Montréal, où sont les structures, les regards des femmes, les regards des hommes, comment ils s'affrontent, comment ils se confrontent. Et puis je vais pas égrener toute sa filmographie comme ça, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais absolument passionnant chez Villeneuve. Je reviendrai un peu après sur Prisoners, parce que Prisoners me semble être le point d'équilibre, l'apex de sa filmographie. Et il me semble, et ça me désole, parce que moi aussi je suis un passionné de science-fiction, que quand il arrive à la science-fiction avec Arrival, avec Premier Contact, là tout d'un coup la superstructure, il n'a plus besoin de nous la dévoiler par un langage de cinéma. Elle est apparente. Il filme des superstructures. Et du jour où il s'est mis à filmer des superstructures, il a arrêté de filmer des humains. Dans Arrival, pour moi, déjà, les humains ne devenaient plus qu'un espèce de prétexte pour... Dans le chat, t'as Sylar qui dit, moi, le souci avec Villeneuve, c'est que sa réalisation me met toujours à distance. C'est un peu ce que tu dis. Oui, alors, mais je dirais, il y a une époque, tiens, là, je vais en venir à Prisoners, il y a une époque où, pour moi, cette distance, elle amenait du sens et de la chair, paradoxalement. Il y a un plan, moi, qui m'a énormément marqué dans Prisoners. C'est un moment où Hugh Jackman, on va dire, interroge, pour pas spoiler, très violemment Paul Dano à coups de marteau. Et donc dans cette séquence-là, la caméra commence déjà, le plan, on est un peu à distance, on doit être à 2 mètres à peu près des personnages, ce qui n'est pas si fréquent, a fortiori dans un thriller. Eux-mêmes sont dans un cadre dans le cadre, parce qu'on a d'abord une pièce complètement au noir, et eux sont dans une salle de bain, donc ils se découpent dans l'image, et la caméra fait un très lent travelling, et finalement va se retrouver au centre de l'image, le bras de Jackman qui tient ce marteau qui lentement descend. C'est une image qui est extrêmement graphique, extrêmement composée, j'ai envie de dire qui sent le cinéma à plein nez, c'est pas du tout naturaliste, c'est vraiment une image presque de décorateur d'intérieur, et je le dis pas de manière négative, là pour le coup, cette fois-là, mais pourquoi est-ce qu'elle est si puissante? Parce qu'elle se superpose à un conflit humain qui est démentiel, ravageur, des types qui essayent de retrouver leur enfant, qui sont convaincus que ce type sait ou est coupable, et donc voilà, on a une rencontre, on a une recherche esthétique, entre guillemets, à distance, très pensée, très intellectuelle, très froide, mais qui s'appuie sur une matière humaine, elle, qui est très puissante. Et il me semble que quand il arrive dans la SF, il va pousser de plus en plus loin l'abstraction. Ce qui est un projet, je lui en fais pas reproche, on va dire a priori, mais ce faisant, il perd l'humain, et perdant l'humain, il perd la narration. Et après, je vais arrêter mon tunnel, mais par exemple, pour moi, il y a un exemple parmi plein d'autres de pourquoi la narration de ce deuxième Dune, elle me semble mais imblairable. On a donc ce truc qui est un vrai défi d'adaptation, à savoir c'est le très long passage dans le désert où notre petit Polo va essayer de devenir un Fremen. Il y a un enchaînement dont je comprends pas en fait pourquoi il le fait, pourquoi il l'adapte et pourquoi il le met en scène et pourquoi il le monte comme il le fait. On va d'abord dire à Polo, écoute mon Polo, tu vas aller jusque là-bas, c'est ton premier défi, tu dois aller jusque là-bas dans le désert. Alors déjà on nous présente ça tellement vite que je comprends pas si ça fait 10 km, 15 km, 20 km, mais bon, ça doit être un peu plus loin qu'une marche d'une après-midi, j'imagine bien. Et puis donc on va commencer une séquence initiatique avec Paul Atreides qui va être donc initié par Chani à la marche des Fremen dans le désert. On commence ça et là hop, ellipse, et on se retrouve à la prochaine initiation où il va monter un des ténias du désert. Et alors donc j'ai une première initiation qu'on ne termine pas. C'est-à-dire on les retrouve sous la tente en train de discuter, et je suis là, mince alors, on m'avait dit que c'était un truc important, une étape importante à passer, on la termine pas, et là on arrive à une autre étape, mais dont on ne m'a pas montré ce qui pourtant, moi, me semble un truc dans la narration fondamental, dont on m'a pas dit qu'est-ce qu'il devait apprendre pour y arriver, qu'est-ce qu'il allait surmonter, etc. Et là on passe direct à l'épreuve, qu'il réussit, bien sûr, évidemment, et il va pas mourir là. Mais voilà, le film est bourré d'enchaînements comme ça, où je ne comprends pas pourquoi il commence la séquence où il la commence et pourquoi il la termine là où il la termine. Et donc, bien sûr, attention, tout ça est brillamment exécuté. Il n'y a pas un plan qui est loupé, il n'y a pas une composition d'images qui soit achetée, c'est évident. Il y a un travail énorme sur chacune de ces images. Je voudrais pas laisser à penser que je considère ça comme du tout venant abominable ou une marvellerie des enfers. Mais je ne comprends pas comment il organise son film, et pour moi, il le fait en dépit du bon sens. Nicolas ou Alex, comme tu veux. Non, moi je partage pas du tout ton point de vue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Oui, non, même si parce qu'en fait, c'est vrai que moi je pars beaucoup du roman en tant que tel et la matière qu'il avait face à lui, Denis Villeneuve, au moment où il doit adapter cette deuxième partie, qui est plus complexe à mon sens à adapter que la première partie, où il y a beaucoup plus d'enjeux à traiter et des choses qui sont difficiles également à montrer à l'écran et qu'il arrive pourtant à faire justement sans entrer dans les spoilers. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il arrive également à gérer finalement l'apparition de nouveaux antagonistes également dans le récit que l'on ne voit pas du tout dans le premier film.
film. Et non seulement il les introduit bien, mais il leur donne de la consistance, de l'importance. Tu parlais de Feyd-Rautha tout à l'heure, le personnage du neveu du baron Harkonnen, qui est un personnage assez marquant et qui est presque plus emblématique que son oncle dans ce deuxième film, ce qui est une prouesse parce que dans le roman de Villeneuve, dans le roman d'Herbert, pardon, c'est pas aussi évident. Donc moi je trouve justement que la narration elle est plutôt lisible dans le film de Villeneuve, à l'heure même donc qu'il y a de nouveaux personnages, qu'il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent et que l'on doit également finalement en un temps relativement court, parce que le film est certes long mais il dépasse pas non plus les 3 heures, amener un personnage principal à évoluer de façon assez considérable sans qu'on ait le luxe justement de multiplier les ellipses en se disant que de toute façon on aura 3h30 face à soi et qu'on proposera une version longue, ce que Villeneuve a tendance à réprouver. Ensuite, là où je peux peut-être te rejoindre sur un point, c'est qu'on peut se demander si, et je sais que Villeneuve avait envisagé cela, si 20 ou 30 minutes de plus n'aurait pas permis effectivement de mettre un peu plus de lien entre certaines scènes et de s'offrir un peu plus le luxe justement de développer certains passages qui auraient pris plus d'ampleur. Voilà. Alors pour le coup, moi je me suis posé aussi beaucoup de questions sur le montage, parce qu'indépendamment de mon plaisir, comme je le disais, très enfantin et l'excitation que j'ai pu ressentir, sur le montage, à certains moments, je me suis dit, est-ce qu'il a finalement coupé parce qu'il ne voulait pas un film long et il manque un petit quelque chose, ou est-ce qu'il a voulu un montage assez chapitré? Parce que finalement, on pourrait presque imaginer un scénario de série, parce qu'on a vraiment des chapitres assez clairs, dont ce que tu disais, les séquences. Et en y repensant, avant d'arriver ici, je me disais qu'en fait, ce que je ressentis, c'est qu'en réalité, on n'est pas dans Twister. C'est pas, allez, un F1, ah bon, maintenant, F2, allez, et en fait, à chaque fois, l'enjeu n'est pas forcément autour de l'action elle-même. Alors, pas évident de pas spoiler là, mais si on prend juste la séquence de traversée du désert. Je me suis permis de prendre ces exemples-là parce que l'initiation du héros, on se doute tous qu'il va pas mourir écrasé par un verre au bout de 20 minutes. Mais c'est assez fort à ce point-là de quasiment le balayer, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il y a difficulté. On peut juste dire qu'à ce moment-là, le personnage de Chani arrive. Et finalement, il déporte l'enjeu initiatique sur la relation. Et il le fait à de multiples reprises. C'est pour ça que je trouve que, moi, si je faisais une métaphore assez minable, je dirais que le film, c'est une partie de golf. C'est Paul avec lui-même. Et on est sur quelque chose qui, effectivement, au-delà que ce soit vraiment exogène, et on est sur des séquences d'action, on est sur vraiment une introversion et une personne, un homme en train de se développer face à ses dilemmes, face à ses contradictions, tiré d'un côté vers l'histoire d'amour, tiré vers le mépris qu'il a presque vis-à-vis du regard qu'on lui porte. Et les séquences, c'est intéressant parce que la traversée du désert, typiquement, le déport, il est sur Chani. Ensuite, le déport du Ver sera encore ailleurs et on a peu de scènes gratuites. On est vraiment, moi j'ai vu ça comme une forme d'introspection et de couche petit à petit qu'on pénétrait. Et quand le personnage de Feyd-Rautha arrive assez tard en fait. Là aussi c'est très chapitré, c'est qu'on le voit pas un peu au début, puis il arrive à un moment donné, et puis après on a une vraie séquence sur lui, et là encore c'est comme pour montrer qu'on va encore passer un cran, donc je trouve que ce chapitrage finalement a du sens, c'est une forme d'intériorisation qui s'exprime via le montage, je l'ai ressenti comme ça. Alors j'entends bien, et je te dirais, moi je l'entends théoriquement, d'autant plus que cette stratégie du déport ou du contre-pied, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez Villeneuve. Typiquement, peut-être le film qui en est le plus exemplaire, c'est Sicario, où sur le papier il dit « Je vais te faire un film avec des Américains qui vont taper des cartels !» Oui, mais non. Alors déjà, je vais prendre une femme, ensuite je vais te prendre des officiels américains qui ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, contre des ennemis qui ne sont pas vraiment les ennemis qu'ils avaient annoncés, et en plus tous ces petits personnages mentent, et puis quand je vais te faire une poursuite, ça va être une poursuite immobile dans un embouteillage, et finalement mon climax, je vire mon héroïne pour te dire qu'en fait mon personnage principal c'était un autre. Bref, ce que je veux dire, c'est que déport et contre-pied, ça fait tout à fait partie du cinéma de Villeneuve. Mais il me semble que là, il se heurte à deux écueils. Déjà, il accomplit tellement de déports et contre-pieds qu'à un moment, ils finissent par se paralyser tous un peu les uns les autres. C'est-à-dire que moi, je trouve passionnant que, comme souvent chez lui, le personnage masculin n'existe qu'à travers le regard féminin, ce qu'il a fait à plusieurs reprises. Et là, typiquement, que ce soit le regard de Chani ou le regard de Lady Jessica, nous sont présentés comme de possibles mises en perspective assez passionnantes. On va dire des façons d'exacerber des éléments. Alors, je parle de lointaine mémoire,
mais qui me semblait un peu moins affirmé, en tout cas à ce stade du récit dans les romans. Et ça, c'est très intéressant sur le papier, sauf que tout le discours que j'ai en apparence, tu vois, par exemple sur Lady Jessica, qui en fait va manipuler les fanatiques, et ben je le trouve complètement annulé par le traitement de ce pauvre Javier Bardem qui se transforme en espèce de Michel Leb terracotta, qui est là, il me fait moi c'était écrit, et je me dis merde, c'est terrible. À la fois j'ai un discours que je trouve assez fin et excitant et en prise tant avec l'époque à laquelle elle est, enfin, tant en commentaire du roman que de notre époque, et en même temps à côté de ça j'ai un usage beaucoup plus bourrin, j'aime pas dire ça parce que c'est pas vrai en plus, c'est inadapté pour parler du film, mais bref, tu vois, qui me semble se parasiter, et je trouve qu'il y a plein de niveaux comme ça. Le film, quand il va m'enthousiasmer quelque part, me douche juste après, et tu vois, là aussi je suis assez séduit par ce que tu me dis sur les pas de côté qu'il fait justement au moment de l'initiation, mais je te dirais, tu peux retenir les chevaux dans un film, tu peux faire des pas de côté, parce que justement à un moment tu assumeras d'y aller, et tu vois le climax, bon, je vais pas te dévoiler le contenu du climax, évidemment on va pas le, mais à un moment tu dis ah ça y est, là on y va, là ça y est, là les verts ils sont partis, et les verts hop là, ah ben non. Et ça me rend mais fou. C'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'il ait envie de jouer avec mes attentes, mais jouer avec mes attentes, à mon sens, ça signifie autant les déjouer qu'à certains moments les satisfaire. Et j'ai l'impression que là, il est un peu moins équilibré. Oui, alors pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, sur le féminisme en fait, qui est présent dans le film, et l'importance qui est donnée au personnage féminin, c'est volontaire effectivement chez Villeneuve, parce qu'il le fait beaucoup dans ses films, tu as raison, et également parce que l'œuvre de Frank Herbert en fait a une dimension importante pour le monde de la littérature de l'imaginaire. C'est l'un des premiers romans qui accorde une vraie place au personnage féminin, et ça il a voulu justement en rendre compte. Donc cette réécriture des deux personnages féminins de Jessica et Chani est voulu par Villeneuve, et en fait c'est une manière de rendre hommage au texte d'Herbert. Et là où je suis d'accord avec toi sur le point qui concerne le personnage incarné par Javier Bardem, qui est donc Stilgar, un chef Fremen, c'est qu'effectivement il manque un peu de subtilité par rapport au roman, où dans le roman en fait il est beaucoup plus ambigu, alors que là il est vraiment premier degré, et ça on peut un peu le regretter, mais moi je l'ai plus perçu par le fait justement que Villeneuve sait que de toute façon il a un temps qui lui est relativement limité pour traiter une matière qui de nouveau est extrêmement complexe, et donc ça fait partie des simplifications qui me semblent en un sens nécessaires, même si en soi c'est un reproche celui que tu adresses, qui me semble en fait tout à fait légitime. Effectivement on a peut-être une sous-exploitation ici de l'acteur Javier Bardem par rapport à ce point-là, mais je l'ai aussi vu un peu comme une manière d'opposer les générations, parce qu'il y a aussi cette réécriture-là par rapport au roman, c'est qu'on a finalement des générations plus anciennes qui semblent tentées par le messianisme, alors que tu as les générations plus jeunes qui sont beaucoup plus critiques par rapport à cela. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça rejoint vraiment la volonté de Frank Herbert quand il avait écrit son roman. C'était pour mettre en garde les générations futures contre la tentation de considérer, par exemple, les leaders politiques ou les héros comme des figures auxquelles on devait donner finalement tout crédit, fermer son esprit et faire en sorte de croire simplement en leur messianisme sans aucun esprit critique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici justement ce sont les jeunes qui ont cet esprit critique là, et c'est vraiment de nouveau un bel hommage à Frank Herbert. C'est pour ça aussi peut-être que moi j'ai une lecture différente du film, c'est que je m'appuie beaucoup sur le roman, et je vois en fait de façon parfois peut-être secondaire ou subtile à quel point Villeneuve en fait cherche à lui rendre hommage. J'écris une critique d'ailleurs pour le point que les internautes peuvent retrouver s'ils le souhaitent sur ce film là, et je dis justement que c'est quand même pour moi une déclaration d'amour de Villeneuve vis-à-vis pas spécialement du cinéma de science-fiction, mais vis-à-vis du roman de Frank Herbert. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses où même de façon implicite on voit qu'il réfère au roman et qu'il veut lui rendre hommage. Moi, je trouve Villeneuve... Alors, d'abord, je vais probablement être complètement enfermé dans un biais de confirmation. Hein, donc, prenez tout ce que je vais dire avec des pincettes. Parce que tu es là pour ça. Je serais prêt en flagrant délit, probablement. Mais je trouve qu'il prend des libertés. Le roman est respecté et en même temps il prend des libertés dessus. Alors le vrai respect dans une adaptation, c'est toujours une trahison fidèle. Voilà. Et là en l'occurrence, mon interprétation, c'est que on est vraiment sur une critique de l'époque actuelle, du fanatisme, du complotisme, de tout ce qui a trait aux fake news, et l'aspect grotesque, parce qu'on peut utiliser le mot grotesque pour le personnage de Javier Bardem. Quand Bardem parle, toute la salle rit, effectivement. Oui, parce moi, je l'ai vu hier, toute la salle rigolait. C'est grotesque. Il traite les autres personnages quand même avec
plutôt pas mal de finesse. Oh, Fedroda dans le grotesque, je veux dire, c'est Satanas et Diabolo. Hein, oui, mais alors là, encore une fois, vu qu'on se connaît pas, tu partiras probablement de moi avec l'image d'un idiot fini. Non. Mais moi, ça m'a enthousiasmé parce que, à un moment donné, dans le cinéma, tu aimes un méchant de ce type-là. Il y en a eu dans toute l'histoire du cinéma. À un moment donné, tu pousses les curseurs. Ça peut paraître caricatural, mais là, en l'occurrence, moi, je me suis fait gauler. C'est-à-dire que vraiment, ça a fonctionné parce que l'image vient porter ce personnage. Je reviens sur cette scène en noir et blanc. Tu es quand même, pour moi, c'est pas loin d'être du spectacle vivant, quoi. Ça va un peu au-delà du personnage. On est plus proche d'un spectacle de danse, d'une chorégraphie. Donc, je trouve que ça fonctionne très bien pour un personnage qui, sur le papier, pourrait être très caricatural. Et concernant Javier Bardem, regarde ce qui se passe sur la campagne américaine. Ma femme a la coutume de dire, plus c'est gros, plus ça passe. Quand même, ce qui se passe avec Trump, sans faire de politique ou de prosélytisme ici, normalement, ce gars-là, il ne devrait pas être là. C'est pas possible. Et pour autant, il l'est. Qu'est-ce que dit Bardem ? Est-ce qu'il a des chances d'emporter les foules en étant dans la mesure, en disant « Oui, quand même, je ne vais pas y aller trop fort, ça risque de se voir ». Non. Il va justement dans le grotesque et il le fait justement en convoquant les gens autour avec cette stratégie. On va commencer plutôt par cela, puis en plus on va rallier cela. Et il s'oppose à Chani en la mettant de côté avec sa copine, justement en disant ça marchera pas sur vous, ça marchera pas sur ces générations, donc je vais m'en prendre aux gens faibles, aux gens qui ont peur. Et c'est vraiment, à mon avis, ce discours extrêmement contemporain que dénonce Villeneuve. Et je ne suis pas sûr qu'avant Trump, il y a 10 ans, si Villeneuve avait adapté le roman, il l'aurait adapté en mettant le personnage de Stilgar de cette façon-là. Donc encore une fois, je redis bien, c'est peut-être un biais de confirmation, mais c'est vrai que je prête à Villeneuve quand même un certain talent dans la direction d'acteur, et c'est peut-être ce qu'il a voulu expliquer ici, surtout que vraiment Stilgar se démarque des autres acteurs. Il y a Camilo qui dit dans le chat, il introduit les grandes familles petit à petit, mais c'est pas assez clair. Et il y a Sylar qui demande votre avis sur le traitement des Harkonnen. Oui, alors sur le traitement des Harkonnen, il est un peu caricatural, c'est vrai, mais en même temps, je suis assez d'accord avec toi, ça fonctionne bien, et de toute façon, dans l'univers, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout en étant traité comme un peu les grands méchants, les principaux antagonistes, déjà, c'est relativement conforme au roman, dans un premier temps, et ça n'empêche pas non plus qu'on ne tombe pas dans un univers manichéiste. Donc ça, je trouve que c'est quand même bien fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, en gros, un peu à la Star Wars, l'Empire Galactique d'un côté, les rebelles de l'autre. On a, certes, ces grands méchants-là, effectivement, mais qui sont assez fascinants en fait, comme beaucoup de grands méchants d'ailleurs dans l'histoire du cinéma. Je trouve que le duo Feyd-Rautha et son oncle le baron Harkonnen fonctionne quand même relativement bien. Ça permet justement aussi de mettre en valeur justement toute la thématique du messianisme et encore mieux de la comprendre, parce que finalement on voit aussi quelles sont les conditions qui permettent ça, et la confrontation au mal, à la violence pendant des décennies et des décennies peuvent finalement créer des rancœurs et une volonté de prendre sa revanche, quitte à utiliser soi-même la violence. Mais on ne tombe pas non plus dans le manichéisme, on n'est pas dans une lecture qui serait simple. Là, je vais justement pas révéler un élément qui serait important pour ceux qui ne connaissent pas le roman, mais clairement, Herbert, justement, lui, n'était pas du tout dans cette volonté de montrer qu'il y a les bons et les méchants d'un côté. Et d'ailleurs, dans son film, Villeneuve a ajouté une réplique avec la révérende mère Moyam, où elle laisse bien entendre qu'en fait il n'y a pas de camp, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas vraiment de camp, et ça je trouvais que c'était une bonne manière de rendre compte de ce qui est présent dans le roman de Herbert. Et d'ailleurs, je parlais de Star Wars il y a quelques minutes, Herbert lui était convaincu que Dune aurait des difficultés à s'imposer au cinéma, précisément parce que Star Wars était déjà sorti avant qu'il y ait une adaptation de Dune. Le premier Dune au cinéma, celui de Lynch, c'est en 1984, il y avait déjà eu la trilogie originale Star Wars, et justement il pensait qu'il y aurait des difficultés à ce que Dune rencontre un grand succès, parce que ce n'était pas un univers aussi manichéen que la Guerre des Étoiles. Donc les Harkonnen sont peut-être effectivement un petit peu caricaturaux dans cette version-là, mais ça ne va pas à l'encontre de la subtilité des enjeux et de la complexité des personnages par ailleurs. On pourrait peut-être parler un petit peu du Lynch, justement. Tu peux peut-être jouer le trailer, Cyril, pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais vu. Ah, tu vas déchaîner ta colère. Ah, non, justement non. Enfin, attention, il y a des problèmes. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Nous sommes en 1984 et nous sortons du Rex, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, la belle bête. Non, plus sérieusement, alors le film Dune est particulièrement décrié déjà parce que c'est un film très imparfait. Hein. Moi, je fais partie des gens qui y sont attachés, mais faut pas déconner. C'est un film qui a plus de problèmes que beaucoup de gens, y compris aujourd'hui. Mais comment dire, il me semble que, bon, en plus, alors sans rentrer dans le détail parce qu'il y aurait de quoi faire 4 heures de live, mais c'est un film dont la genèse a été très compliquée, qui avait dans le tu peux expliquer un peu, il y en a peut-être pas mal qui l'ont peut-être pas vu. Hein. Donc le producteur de Dune, c'est un producteur légendaire de Cinecittà puis d'Hollywood, et dont évidemment, parce qu'on est en live, le nom m'échappe, et Dino De Laurentiis, merci, qui a toujours oscillé dans sa carrière entre coup de génie et tentative de rattraper ses foirades. C'est-à-dire lui qui s'est toujours dit la science-fiction, c'est n'importe quoi, c'est pour les gamins, c'est nul, faire des films avec des gloumoutes en latex et des gens en robe et des sabres, c'est nul. Bah évidemment, il a vu Star Wars, il se dit oui, il faut absolument y aller. Mais bon, il sait pas bien à qui confier ça. Sa fille, elle a vu les premiers travaux de Lynch. Elle lui fait hop là, il faut que ce soit ce gars-là. Lynch, il arrive donc sur ce qui est un espèce de quand même de blockbuster énorme, terrible, et il va complètement se perdre dans cette production qui en plus a été émaillée d'accidents et de trucs sans nom, parce que notre ami De Laurentiis, en plus de pas toujours être d'une prudence incroyable, il avait aussi cette tendance à dire mais bien sûr tu vas avoir un grand décor, un grand budget, mais les heures où vous tournez pas, c'est un autre film qui va être dessus. Enfin bon, une espèce de truc cataclysmique incroyable. David Lynch n'a pas le final cut, les versions se multiplient en coulisses, et voilà, et là c'est pas la peine d'être exhaustif là-dessus, mais donc ce qui arrive au cinéma, et imaginez-vous donc que le Dune de David Lynch, c'est un film qui dure moins de 2 heures et qui raconte exactement ce que racontent les deux premiers films de Villeneuve, hein, grosso modo. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a quand même qui a eu le luxe d'avoir quasiment 6 heures de film, enfin 5h30, et l'autre qui en a moins de 2. Vous imaginez un peu le contraste, c'est-à-dire que là c'est Dune sous cocaïne, quoi, et pourtant c'est très lent. Mais néanmoins, dans cette espèce de patchwork parfois informe, il me semble que le Dune de Lynch capture quelque chose qui fait en tout cas cruellement défaut, qui fait peut-être pas cruellement défaut à la version de Villeneuve, et qui m'en semble grandement absente, en tout cas, peut-être par choix aussi, ce que je respecte tout à fait, mais qui est la dimension organique, potentiellement mystique et assez vertigineuse en fait de ce récit. C'est-à-dire que l'épice dont finalement nous cause relativement peu, et là pour le coup vraiment par choix, je pense, notre ami Villeneuve, ici pour le coup il y a quand même ce truc qui est très important dans le roman, c'est qu'il y a ce concept assez génial, c'est que c'est à la fois un objet qui a une valeur culturelle, spirituelle, mystique pour la civilisation des Fremen, mais c'est un enjeu industriel pour les autres. C'est-à-dire que c'est le pétrole et le LSD en même temps. Ce qui en fait symboliquement un truc très intéressant, et ça Lynch le capture très bien, je trouve. Il capture très bien cette espèce de folie des navigateurs de l'Imperium, qui sont donc, pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de l'univers de Dune, shootés à l'épice qui ne peut être trouvée que sur la planète Arrakis, et c'est grâce à l'épice qu'ils sont capables littéralement de faire tourner les vaisseaux spatiaux et donc d'assurer l'Imperium, quoi, l'empire galactique. Et ça, il y a des visions comme ça qui sont quand même absolument incroyables dans le film, et là-dedans il arrive à capturer quelque chose d'assez fou. Je trouve qu'il est aussi bien meilleur sur les Harkonnen, on en parlait, parce qu'il arrive, bien meilleur, comme j'y vais. Non, il n'est pas bien meilleur, mais il capture quelque chose des Harkonnen qui me semble absent de la version de Villeneuve, c'est la dimension d'hubris et d'arrogance d'un conquérant colonial et impérialiste. C'est-à-dire que ces gens-là se moquent des troupes qui viennent les enquiquiner et qui viennent essayer de les empêcher de récolter l'épice, et ces gens-là sont là, mais qu'est-ce que c'est que ces va-nu-pieds, on va leur rouler dessus. Là où pour moi les Harkonnen chez Villeneuve ont une espèce de méchants en kit. Ils parlent comme ça, ils sont vraiment pas gentils, puis quand un sous-fifre parle, on leur met un petit coup de couteau, et où vraiment j'ai l'impression que ça c'est un truc qui embête un peu Villeneuve dans le film. Il a des idées visuelles pour les traiter, tu l'as très bien dit, effectivement il a des concepts de direction artistique les concernant, mais il
il est un peu coincé quand il faut les incarner. Alors que Lynch en a une idée dont moi ma lecture est trop lointaine des textes, donc je voudrais pas dire qu'elle est fidèle parce que je pourrais dire une énormité, mais néanmoins qui me semble très forte, très puissante. C'est-à-dire que ce baron Harkonnen, pour moi, s'il vole dans le film de Lynch, il vole d'arrogance, il est énorme, il est gonflé de son orgueil, il est bouffi et il se marre de voler. Là où chez Villeneuve, je comprends pas pourquoi il vole. Enfin, ça ne me nourrit pas dramaturgiquement, ça me nourrit pas le film. Donc, et voilà. Et tout cela étant dit, tout le monde joue à peu près avec ses pieds. Les effets spéciaux sont aujourd'hui devenus irregardables et pas irregardables en mode vintage. C'est irregardable. La musique a le mérite d'exister. Et voilà. Et puis c'est un récit qui va à 200 à l'heure. C'est-à-dire que dites-vous que le premier film de Villeneuve, il dure 25 minutes, non celui-là. Donc voilà, c'est une expérience assez étrange de visionnage, mais qui possède quelques qualités étranges aussi. Nicolas, qui est à tes côtés? Oui, tu as dit beaucoup de choses très, très justes et très intéressantes. Le chat est très divisé, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Oui, non, mais moi j'ai beaucoup aimé le Lynch par exemple aussi. C'est un film culte, mais finalement pour de bonnes comme de mauvaises raisons en un sens. Par exemple, pour compléter ce que tu as dit, on peut s'appuyer sur ce qu'en pensait Frank Herbert parce qu'il était encore en vie quand cette adaptation a été faite. Et il en a pensé quoi? Eh bien, au départ, il était très, très content que déjà son livre soit porté à l'écran. Il a été sollicité également pour la direction artistique, donc il était impliqué dans ce projet, mais il a été finalement très déçu. Ce qui l'a déçu, c'est notamment, et ça je pense que Villeneuve l'a par contre bien compris, c'est que le désert n'occupe pas une place suffisamment importante dans ce film. C'est quand même un film assez sombre, mais même visuellement, le film de Lynch, alors que lui, il s'attendait à un film beaucoup plus lumineux, et que dans son esprit, la planète Arrakis, la planète Dune, est un personnage à part entière de l'intrigue, ce que l'on ne voit finalement assez peu chez Lynch, et par contre, beaucoup chez Villeneuve. Là, je pense qu'on peut à peu près tous être d'accord là-dessus. Concernant les Harkonnen, il a été déçu par le traitement des Harkonnen parce qu'il les a trouvés un peu cartoonesques. Et effectivement, donc ça rejoint... Mais c'est vrai, ils sont cartoonesques. Oui, ils sont plus organiques, effectivement, tu as raison, dans cette version-là. Mais lui, ce qu'il reprochait finalement au traitement de Lynch, c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment effrayants. Alors que je pense que par contre, Villeneuve est peut-être allé à 200% contre ça, justement. Il a voulu un peu aller contre cette tendance-là. C'est tous des espèces de faucheuses quasiment chez Villeneuve. Oui, esthétiquement. Et puis même le personnage de Fedrota, là je pense qu'il a même été pensé par Villeneuve. Il ressemble un petit peu à Voldemort et justement je pense qu'il y a une volonté de s'adresser aussi aux plus jeunes générations où Voldemort c'est un peu l'équivalent de Dark Vador pour les générations un peu plus anciennes comme la mienne. Donc voilà, il y avait de la part d'Herbert un regard finalement assez déçu sur cette adaptation. Et puis comme tu l'as dit, je pense qu'en fait cet échec de Lynch a été bénéfique à Villeneuve parce que en fait c'est comme ça qu'il a pu imposer justement à la Warner d'avoir 2 films en disant finalement vous voyez le film de Lynch, un de ses problèmes c'est justement trop peu de temps à disposition qui fait que les fans ont trouvé que c'était superficiel et que les personnes qui ne connaissaient pas cet univers se sont dit mais de quoi ça parle et qu'est-ce qu'on nous raconte ici. Et d'ailleurs pour terminer, Lynch avait prévu d'avoir justement dans son premier montage c'était 5 heures d'ailleurs, donc ça correspond à peu près à Villeneuve. Moi j'avais 11 ans quand j'avais été voir le film sur les champs avec mon père, donc à cette époque-là, rien que d'aller sur les champs voir un film avec mon père, ça me suffisait. Donc je garde cette impression sensorielle d'un film aussi que moi encore une fois, j'avais pas pu voir tous les Star Wars au cinéma, donc c'était mes premières expériences quand même de science-fiction au ciné, donc en cela ça m'avait impressionné. J'ai voulu le revoir récemment. Et vraiment, je peux être bon public, mais j'ai pas pu. Et principalement à cause des effets spéciaux. Et autant, ça me fait marrer de revoir Sankukai avec un copain, autant là, je peux pas parce que ça me laisse trop en recul. Les Harkonnen, alors ça c'est vraiment intéressant, c'est que moi j'avais eu peur de Sting. Parce que encore une fois, j'étais quand même pas bien vieux à l'époque en 85 quand on voit ça. Alors on n'est pas abreuvé comme aujourd'hui d'images fortes, violentes, donc c'était vite impressionnant. Et le mysticisme, en fait, à la revoyure, je suis pas si convaincu que ça. C'est juste que c'est David Lynch. Et le mysticisme vient souvent du fait que de toute façon, de Lost Highway à Blue Velvet, évidemment en passant par Twin Peaks, ça paraît vite mystique parce que de toute façon, on comprend pas. Et j'ai jamais su si lui-même savait exactement où il allait. Et 2, il va toujours convoquer quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas. Donc c'est presque l'essence même du mysticisme. Donc ça confère je suis d'accord avec toi, un caractère particulier à cet objet-là, et je comprends vraiment que d'aucuns puissent aimer, mais franchement, la forme pour moi est trop indigente pour que j'arrive à accéder au fond. Et sur les Harkonnen, par contre,
Bon, je me souviens du personnage purulent. C'est vrai qu'il a poussé vraiment le curseur extrêmement loin, Villeneuve, mais parce que là, encore une fois, je pense qu'il va plus vers un film politique. Le rapport au pouvoir et comment les Harkonnen sont au service finalement de ceux qui gouvernent vraiment et qui se trouvent être les vrais, sans trahir quoi que ce soit, les vrais méchants de l'histoire. En tout cas, la vraie puissance agissante. Exactement. Et donc, là encore, il ancre le film dans son époque en se disant, et c'est d'ailleurs, alors là il faut faire attention effectivement à ne pas spoiler, mais je parlais de golf vis-à-vis de Paul Atreides parce qu'on sent bien que s'il y a quelque chose de manichéen dans le film, c'est que c'est le cœur face à la raison. Et le pouvoir est totalement amené justement vers la notion de raison et totalement exempt de cœur à un moment donné, dont on sent que si on veut sauver la planète actuellement, il va falloir ressentir de la compassion, il va falloir ressentir de l'empathie pour être capable d'agir pour le bien commun, même si, du point de vue du développement durable, on sort de l'aspect pratique. Et ça, je trouve qu'il le traite formidablement bien dans le film. C'est pour ça que je dis qu'il a amené vraiment le film sur un terrain extrêmement contemporain et que les aspects caricaturaux, c'est vrai finalement, moi je trouve que ce sont ceux de l'époque. Donc encore une fois, je l'ai lu comme ça. Ça allait peut-être vraiment caricatural, mais l'époque l'est tellement. Mais tu vois, moi, c'est une de mes grandes tristesses, de mes grandes désolations avec le film, c'est que je suis, mais alors, absolument d'accord avec... Enfin, évidemment que tout ça, c'est présent dans la note d'intention du film, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je trouve qu'en plus, ce sont des désirs très pertinents d'essayer de traiter notre époque comme ça. Mais moi, j'ai un vrai problème dans l'exécution, en fait. Tu vois, par exemple, je compte plus le nombre de dialogues dans le film quand il y a un désaccord, quand il y a une confrontation d'idées, ça se termine sur un des deux personnages qui crie. Ça arrive pour la première fois entre Paul et sa mère. J'avais non, mais le conflit, ça n'est pas que ça. Et passé un certain stade, un certain verrou narratif, Paul, en gros, maintenant s'exprime avec une petite enceinte Bose dans la gorge. Et j'ai l'impression en fait que ça fait partie d'une boîte à outils de je suis puissant, je suis mystique au cinéma, que je trouve déjà très usité, très essoré. Et je comprends ce qu'il veut dire avec, je comprends ce qu'il veut dénoncer. Mais encore une fois, cette forme-là et cette exécution, ça fait que je reste très 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 à distance. Mais tu crois pas? Moi, là, j'avais vraiment... Enfin, j'ai l'impression que durant tout le film, en fait, il se fait violence jusqu'aux dernières minutes. Et que cette façon de se faire violence, c'est que justement, on est dans ce traitement où il est obligé de gueuler, mais moi, je l'ai vu comme presque pour se convaincre. Et donc, quelque part, il se hurle. C'est pour ça que je reviens vraiment sur cette métaphore du golf. C'est vraiment Paul avec lui-même. Et je pense que... de toute façon, je retournerai le voir, rien que pour savoir si je vous ai dit un monceau de conneries ou pas. Mais moi, c'est précisément pour ça que j'y retournerai pas. Pour ne pas savoir si j'ai dit des conneries. Le conflit avec chaque personnage incarne une des dimensions internes de Paul. Et il est dans cette lutte terrible face à lui-même. Et il ne peut pas être dans la subtilité parce que je ne crois pas que l'ego se construit subtilement entre les personnages. Tu es toujours dans un rapport de force. Et la manipulation plus fine, elle est portée par d'autres personnages. C'est en ça que je trouve pas que Villeneuve a été caricatural parce que d'autres servent à ça. Mais lui, en fait, il peut pas. Et c'est vraiment un combat de catch que mène Paul face à lui-même. Oui, puis dans la construction du personnage du héros, en fait, ce film, là aussi, sans spoiler, prépare beaucoup la suite, qui est donc le tome 2, le Messie de Dune. Et donc, les libertés aussi qui sont prises par rapport au roman, c'est aussi pour qu'on ait cette préparation d'un potentiel troisième film, en sachant que Frank Herbert, quand son livre est sorti en 1965, il a été déçu par la réception des lecteurs de l'époque qui ont vu la dimension politique, la dimension écologique, notamment, mais qui n'ont pas vu la critique qu'il faisait du héros et même du super-héros, et qui est beaucoup plus perceptible justement dans le film de Villeneuve par rapport au film de Lynch d'ailleurs, que l'on voit beaucoup moins. Et je pense qu'effectivement, pour te rejoindre, il y a cette dimension-là aussi. Et puis, tu parlais d'œuvres qui étaient actuelles, effectivement, avec cette dimension politique. Faut pas oublier qu'on sort de 10 ans de Marvel Cinematic Universe, et que là, c'est un film quand même qui se positionne très clairement contre ce mythe du héros et du super-héros. Ce
qui était déjà le cas de Frank Herbert. Frank Herbert, quand il est né en 1920, il avait 13 ans quand les super-héros ont commencé à être créés avec Superman en 1933. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout en étant américain, tout en ayant baigné dans cette culture-là du super-héros, il s'y est opposé justement avec Dune, et c'est encore plus perceptible dans le Messie de Dune, mais Villeneuve ici prend un peu d'avance justement, le montrant déjà dans le deuxième film. Ah bah puis c'est même présent dès le choix de casting de Chalamet, c'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on pense de Timothée Chalamet? Non, mais quoi qu'on pense du petit Timothée, le fait de lui confier le rôle du héros, du sauveur. Alors, bien sûr, ceux qui ont déjà lu le texte savent bien quelle est la destinée humaine et symbolique de Paul Atreides, mais il n'empêche, c'est un message aussi envoyé aux spectateurs et qui, pour le coup, était assez pertinent, plus encore dans le premier, je trouve, que dans le deuxième. Enfin, peu importe, mais oui, c'est un choix sur le papier que je trouve assez excitant, Chalamet, parce que justement, on n'est pas en train de prendre Chris Evans, de mettre un gros beefsteak au milieu du désert et de dire aux spectateurs, tu vas voir, celui-là, il court vite. On va forcément raconter autre chose et une autre forme d'héroïsme ou une autre forme d'aventure, tout simplement. Dans le chat, Arnaud Sans Atelier nous dit: le mysticisme est un truc qui est ambivalent chez Herbert, c'est quelque chose qui existe, qui fait de son récit une histoire fantastique, et pour autant il le combat en dénonçant ces gens qui ont des pouvoirs et qui du coup ont le pouvoir. Là, pour le coup, le mysticisme, là où je le trouve intelligemment traité. Je parlais des biais de confirmation. Toi, on a fait quelque chose de mystérieux. Non, mais je parlais de biais de confirmation tout à l'heure. C'est que est-ce qu'on est sur effectivement une forme de prophétie de quelque chose qui existe que l'on ne perçoit pas et que quelques élus auraient capturé, comme les hindous, je crois, parlent de livres akashiques, où en fait toutes les mémoires de l'humanité sont là et certaines personnes arrivent à les capter. D'autres pourraient parler de physique quantique, avec toutes les réalités qui superposent et on arrive à en conscientiser une. Est-ce qu'il existe quelque chose de cet ordre-là que certains ont prédit et c'est en train d'arriver, ou est-ce qu'on invente de toutes pièces l'objet de manipulation des masses, l'opium du peuple, et là je trouve qu'il n'y a aucun élément de réponse, il n'y a que la question qui est posée. Et le mysticisme, je trouve, abordé de cette façon-là, aussi dans cette époque où tout est blanc, tout est noir, c'est nécessaire. Donc je trouvais ce point extrêmement intéressant, là où, pour le coup, moi, les critiques que j'aurais à l'endroit du film, et je m'adresse peut-être à toi qui écris aussi des scénarios, je trouve malgré tout que ce qui manque le plus dans le film, c'est l'aspect amoureux et sentimental. C'est-à-dire que je vois extrêmement bien, du point de vue scénaristique, au-delà du fait que c'est soit dans le roman, mais du point de vue de l'adaptation scénaristique, le pourquoi il fallait... En gros, caricaturalement, le choix entre la femme et la mère, quoi. On le voit bien, mais je pense que si j'avais un problème de cet ordre-là avec ma mère, je le ressentirais légèrement différemment. Et pareil vis-à-vis de ma femme. Et ça, alors pour le coup, j'ai vibré quand il est sur un verre, j'ai vibré dans la séquence à la Gladiator en noir et blanc. J'ai assez peu vibré sur l'histoire d'amour. Et assez peu vibré dans le rapport avec la mère. Et donc là, pour le coup, il y a une petite déception, et je ne digresse pas du tout par rapport à l'aspect mystique, c'était intellectuellement, voilà, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses politiques engagées. Peut-être que ça manque finalement un peu de cœur, ce qui vient aussi quelque part avec le récit et le propos. Alors là, ça devient un génie absolu s'il arrive à faire carrément ça. Mais là, moi, j'étais un peu sur ma faim, et je pense que le film n'aurait pas perdu s'il avait amené cette dimension supplémentaire. Encore une fois, parce qu'en plus, c'est vraiment le cœur face à la raison. Donc, il y a une petite faiblesse là-dessus, un déséquilibre là-dessus, je trouve. Nicolas, tu as toute ta classe qui te salue. T'as Jojo et Enguerrand qui te font un grand coucou. Je pense qu'il y a tous les élèves dans le chat. Salut. Ah, et ben, je les salue. On vous rend Monsieur Allard, c'est promis. Voilà, et vous inquiétez pas, après l'émission, je corrige vos copies. Je suis en plein dedans, là. Voilà. Mais je les salue, bien entendu. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pardon, je t'ai coupé là. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce serait un des reproches, effectivement, qu'on pourrait faire. Alors, il y a l'idée aussi, il y a le thème de la déshumanisation progressive aussi qui est présente dans le roman, dans cette deuxième partie, mais qui n'intervient pas non plus tout de suite, et on aurait pu effectivement, et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur le manque d'organique, etc. C'est un des points. Alors déjà, je trouve que c'était perceptible dans le premier film, où finalement le rapport entre Paul et son père, qui est quand même quelque chose de très touchant dans le roman, quand le père est assassiné dans le premier film, que Paul l'apprend, je dirais pas qu'on reste de marbre, mais on verse pas non plus un torrent de larmes. Et donc c'est un petit peu décevant, ce traitement-là, mais je pense globalement, tu en parlais tout à l'heure d'ailleurs, que c'est finalement un peu ce que fait Villeneuve avec la science-fiction dans son traitement des personnages.
Mais absolument, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je dirais dans la première demi-heure, hein, grosso modo, du film, je vois la confirmation que Villeneuve est arrivé, en tout cas pour l'instant, hein, je ne préjuge pas du tout du futur. Puis encore une fois, il a réalisé suffisamment de films qui m'ont passionné pour que j'en ai pas fini avec lui. Mais j'ai l'impression que désormais, il a beaucoup de mal à traiter des sentiments, qu'ils soient amoureux, antagoniques ou même mystiques, s'ils sont un peu décorrélés du matériel. Et pour moi, il y a un exemple de ça dans la première demi-heure, et c'est le moment où je me suis dit, ah tiens, alors qu'il m'avait perdu avec le précédent, là il va me rattraper. Ce sont ces différentes scénettes où on voit, morceaux de séquences où on voit les Fremen pomper l'eau de cadavres. Pour ensuite, on découvre qu'ils pompent l'eau. Au début, on se dit, ah bah oui, tiens, ils sont dans le désert, c'est pour boire. Le mec fait, ah bah non, c'est pas du tout pour boire, vous allez voir, machin. Puis on découvre qu'il y a une partie de l'eau, et ben elle va dans la cuve, etc. Que la cuve, elle, a un impact mystique. Et là, on voit le cheminement de Villeneuve, qu'il arrive à arriver jusqu'au symbolique, au spirituel, etc. en partant de quelque chose de on ne peut plus matériel et organique. Et là, j'ai cru qu'il allait me récupérer, mais il n'arrive pas à faire ça avec tant de choses que ça, je trouve, dans le film. Et typiquement, sur l'amour, comme il n'a pas, j'ai l'impression, là, c'est moi qui tire sur la comète, comme il n'a pas de base matérielle, c'est un sentiment qui flotte entre ces deux personnages, et là, il a du mal à l'incarner dans sa mise en scène. D'ailleurs, alors là, je me risquerais une comparaison douteuse qui va peut-être être contestée, mais c'est peut-être ça, parce qu'on compare souvent Villeneuve et Nolan, et ça me fait penser à Interstellar. C'est peut-être ça qui manquerait à la limite à Villeneuve, c'est que moi j'ai vraiment le sentiment d'un extraordinaire artisan qui, de film en film, parce qu'on n'a pas parlé du travail sur le son, mais bon, voilà, qui se parfait de film en film depuis le début, mais c'est vrai que Blade Runner 2049 a vraiment été une charnière, et on sent que c'était presque le travail préparatoire sonore à Dune. On sent que vraiment il ponce, il est sur l'établi et il parfait son œuvre. Mais pour le coup, Nolan peut trouver un souffle sentimental peut-être supplémentaire à Villeneuve quand on n'est pas dans façon Prisoners, vraiment dans le quotidien même. Et Interstellar m'a énormément ému à beaucoup de moments, et c'est vraiment moins le cas ici. Donc c'est vrai que je jouerai pas sur la rivalité du spectaculaire, mais sur le sentimental, je mettrai un petit avantage à Nolan aujourd'hui sur ce pan. Mais qui n'est pas venu tout de suite d'ailleurs, hein. On a longtemps reproché à Nolan de manquer de Sense of Wonder et d'un cœur qui battait, hein. Et alors que lui était là, mais si, je vous assure, mes personnages vivent des choses. Et effectivement, c'est à partir d'Interstellar où il a un petit peu lâché les vannes à ce niveau-là, ouais. Il y a tout un volet transhumanisme dans l'œuvre d'Herbert, qui est développé comment, selon vous ? Qui commence à être un petit peu présent dans ce deuxième film, enfin voilà, où il est quand même question d'ingérer que ce soit des substances ou de commencer à mêler un peu son corps avec une faune qui est rien moins qu'amicale. Mais alors est-ce qu'on peut appeler ça du transhumanisme ? Je sais pas, mais en tout cas, oui, un rapport à une transformation, une altération du corps, et même on pourrait discuter d'ailleurs dans quelle mesure la combinaison des Fremen, vu à quel point ils en sont dépendants pour le baron et des Harkonnen, oui, bien sûr, tout à fait. Mais qui est relativement discrète finalement. Oui. Alors que dans le livre, elle n'était pas vraiment. Oui, il y a une dimension transhumaniste dans Dune. Moi, j'en ai parlé dans mon essai. Mais par contre, Villeneuve l'exploite pas beaucoup dans ce film, c'est vrai. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'en fait, il exploite essentiellement la thématique politique, même la thématique écologique est un peu passe au second plan. La thématique amoureuse, effectivement aussi. Et le transhumanisme est bel et bien présent. Frank Herbert, justement, était très très méfiant vis-à-vis du transhumanisme, et il cherche à le dénoncer justement à travers le personnage de Paul, ou alors des personnages qu'on voit pas du tout dans ce deuxième film, c'est les Manta, qui sont des ordinateurs humains justement dans cet univers-là. Et donc, je pense que Villeneuve tout simplement a fait des choix, et il a voulu axer sur la dimension politique plus que sur la dimension transhumaniste, qui pourra être exploitée dans un potentiel troisième film par contre. Et là aussi, il y a une image qui est géniale toujours dans cette arène au moment du combat, c'est que là aussi, hein, ça spoilera rien du tout parce que ça changera pas la phase du film. C'est quand Austin Butler justement désactive la technologie pour revenir à un combat plus naturel. Alors c'est une super métaphore du film, c'est que on sent qu'il a débranché la technologie, et que effectivement le transhumanisme, mis à part alors le baron probablement qui se ressource de façon non naturelle, les combinaisons avec effectivement ce dont ils ont besoin pour respirer dans le désert, mais c'est de l'ordre du scaphandre, c'est-à-dire que c'est absolument pas traité. À la limite, il y a des choses plus intéressantes là aussi, plus contemporaines qui sont traitées. Tu parlais de Timothée Chalamet. On peut parler d'Austin Butler, c'est-à-dire que la force des personnages, les personnages les plus puissants,
se trouve sur des personnages qui sont quasiment non-genrés. Parce que bon, Timothée Chalamet, c'est quand même assez loin des Stallone et Schwarzenegger des années 80, et dans la période actuelle, il ne pouvait prendre, si c'était pas Chalamet, il fallait que ce soit DiCaprio, mais ça devait être un personnage quand même assez fin, assez fluet pour que la force ne s'exprime pas dans le physique, parce que ça aurait été vraiment une faute de quart énorme par rapport à l'époque. Et c'est pareil pour le méchant qui est rasé, qui est quand même, on n'a pas parlé d'une sensualité incroyable, mais qui est d'une sensualité qui est pas du tout virile, qui est très très particulière. Donc, il a remplacé le transhumanisme, c'est-à-dire cette fusion entre l'homme et la machine, plutôt dans une fusion yin-yang où les personnages et la force des personnages se trouvent dans une sorte d'union féminin-masculin. Donc là encore, il n'est pas forcément où on l'attend, et moi je crois qu'il a vraiment décidé de mettre les deux pieds dans son époque, quoi. Arnaud nous dit le sentiment amoureux est très présent dans le couple Chani-Paul, justement quand ça marche pas entre eux. La deuxième partie du film est magistrale à ce propos. Bon, bah, là, moi, je suis passé à côté. C'est-à-dire que je le comprends, hein, je le vois bien sur les pages du scénar, mais je peux vraiment avoir les poils facilement. Ça m'a vraiment laissé de marbre, donc je voyais bien les enjeux, mais j'étais pas ému. J'étais vraiment pas ému. Peut-être que ce à quoi était sensible notre auditeur, spectateur, c'est notre voyant. C'est peut-être aussi et le charisme et l'interprétation de Zendaya qui est excellente et qui arrive à être excellente avec très peu. Parce que je veux dire, si elle a 30 répliques dans le film, c'est bien le maximum. Et souvent, la dissension entre elle et Paul, elle se joue à sa réaction, son attitude. Parce que Paul va mener telle action, va accompagner Stilgar ou obéir à Stilgar ou lui désobéir. Bref, mais souvent agir vis-à-vis de Stilgar et constater sa réaction, quitte à ce qu'il y ait un bref échange entre eux. Mais effectivement, elle arrive à faire exister ce conflit-là. Or, des personnages de cinéma, ça n'est jamais que du conflit. Hein. C'est des conflits à résoudre, des conflits à venir, des conflits passés, des conflits qui ressurgissent. C'est ça. Yves Lavandier sort de ce corps. Oupsie. Et non, mais elle arrive, elle, à faire exister les conflits du personnage et par extension de Paul, simplement par son interprétation. Et en cela, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est à mon sens, un des rares, mais un point très fort du film, c'est qu'elle arrive à le faire, oui, avec pas forcément beaucoup de munitions. Mais plus en indirect. Elle est plus touchante quand elle parle à son ami de Paul, et que l'on perçoit quelque chose qu'elle n'ose avouer, que les moments où ils sont ensemble. Il y a Polo qui nous demandait si on était impatient ou simplement intéressé pour la suite et un désormais certain Dune 3. Alors Warner a dit oui, il y aura un Dune 3 donc. Oui, moi je suis assez impatient parce qu'en fait la fin de ce film prend quelques libertés justement avec le roman et je suis impatient de voir comment Villeneuve va gérer cela parce que je pense qu'il se crée quand même quelques difficultés avec des choix qui sont assez forts, qui lui permettaient en fait en un sens de conclure de façon je trouve assez intelligente Dune, sinon il n'avait pas pu faire un troisième film, mais comme il y aura un troisième film, il y a quand même des difficultés supplémentaires qui vont se présenter à lui. Et puis ce qui est intéressant aussi simplement d'un point de vue de la pop culture, c'est que Dune n'a jamais été une grande franchise de pop culture, c'est un grand roman de science-fiction, c'est le roman de science-fiction le plus lu au monde, mais ça n'a jamais été une franchise de pop culture comme Star Wars. Donc à voir si un troisième film permettra justement à Dune de franchir ce palier, sachant que c'est pas évident parce que c'est une œuvre qui est exigeante et qui est loin, surtout dans la suite du récit, d'être grand public. Alors moi je suis relativement curieux parce que Villeneuve a annoncé qu'il le ferait, ce troisième, que ce serait bien lui qui le mettrait en scène. Néanmoins, il a dit qu'il avait le souhait, si c'était possible, de réaliser un plus petit film avant. Et je trouve que pour un peu se laver la tête et sortir, pas faire une décennie de Dune intégralement, quoi, enfin garder sa santé mentale. Et pour le coup, qu'on parle de trilogie ou de diptyque, je trouve souvent ce sont, et a fortiori quand on parle de films hollywoodiens très lourds et très lourds à produire, quoi, je trouve que ça leur fait souvent du bien quand leurs metteurs en scène peuvent, ça a été le cas avec Nolan et ses Batman notamment, prendre l'air, avoir une récré entre les films, et ça donne souvent de plus petits films assez brillants et des plus gros films qui sont un peu rafraîchis, quoi. Donc moi je serais très curieux de voir un troisième avec Dune qui a un peu pris l'air, qui a pu sortir ses sandales de sous le sable, et puis je crois qu'il a en plus comme projet, mais alors là ce sera après Dune, d'adapter Rendez-vous avec Rama, qui pour le coup est un texte où là je suis très curieux de le voir tel qu'il est devenu aujourd'hui, avec le type de formaliste qu'il est devenu.
Ouais, bah si sa récré, c'est son Inception, moi j'ai j'ai hâte de voir sa récré. Oui, évidemment, il y a une forte attente parce qu'il peut quand même clore, quoi qu'en dise, quelle que soit ta déception, une des plus belles trilogies de science-fiction quand même de l'histoire du cinéma, ne serait-ce qu'en termes d'ambition, à laquelle on adhère ou pas, mais j'ai effectivement extrêmement hâte de voir cette conclusion, quoi. Nicolas? Oui, même chose. Et pour Rama, je crois que c'est justement avant Dune 3. Donc Dune 3, il va falloir qu'on attende un petit peu. Oui, parce qu'il y a déjà une pré-production sur Rama. Ok, d'accord. En 2024, sur Terre, qui serait Paul Atreides? Une question de journaleux, ça c'est top. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Simon Rio qui pouffe à son micro. Non, en plus c'était vraiment idiot, ça ne fera rire que moi, ça marche pas. Essaye. Il y a Marc Jancovici bien sûr, mais en fait c'est juste parce que l'imaginer chez Villeneuve avec l'air un petit peu agacé me fait beaucoup rire. C'est pas une vision idéologique, c'est vraiment l'image qui me... Marc, continue à venir sur France Info s'il te plaît, malgré tout. Il est 19h passé de 20 secondes, chers amis. Le mot de la fin. Le mot de la fin, Alexandre. Le mot de la fin, c'est qu'en tout cas, ça montre bel et bien que le cinéma... plus que quasiment tout autre art, peut vraiment essayer de faire réfléchir sur la réalité. Et vu les centaines de millions de personnes qui vont peut-être voir le film, espérons qu'en fait ça permettra d'opérer quelques prises de conscience. Un, quant au pouvoir. Deux, quant à la nécessité peut-être de faire parler plus le cœur que la tête, quoi. Nico, le mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais que c'est un film qui donne envie de lire ou de relire le roman. Donc ça, je trouve que c'est assez formidable. Et puis je trouve aussi que ce qui est très bien, c'est que ça va justement peut-être faire venir une nouvelle génération de lecteurs à Dune. C'est ce que ma maison d'édition Pocket justement constate déjà, puisque c'est l'éditeur de Dune en France. Et comme un peu on l'a eu avec Le Seigneur des Anneaux au début des années 2000. Voilà. Et puis le mot de la fin, n'oubliez pas de lire Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Absolument, qui est un très bon bouquin qu'on recommande chaleureusement. Et non, mais c'est vraiment chouette et c'est promis, je vais le lire en entier cette semaine. Sinon, je fais venir les Harkonnen. Et sinon, tu fais venir les Harkonnen, on a très peur d'eux. Simon, le mot de la fin. On n'est pas sorti du sable. On n'est pas sorti du sable. Je vous dégage en tout cas, moi, du plateau, messieurs. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés au studio 3F74 de la Maison de la Radio. Je vous remets entre les bras bienveillants, amoureux de Matisse. Nous quittons, chers amis, l'année 10191, les sables d'Arakis, les Bene Gesserit, le Kwisatz Haderach, le grand mystère de l'épice et le palais de l'empereur Padisha pour foncer en très gros cylindrée diplomatique vers celui de l'Élysée, le palais de l'Élysée, la résidence officielle du président de la République, Emmanuel Macron, qui a reçu en grande pompe l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Bonsoir, il est passé 18h. Bonsoir Agnès, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous enseignez à l'ENA, à Sciences Po, vous êtes vice-président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Vous avez par ailleurs publié Qatar jusqu'où, publié dans la revue Confluence Méditerranée. J'ai tout bon à peu près? Oui, absolument, bravo. Bonsoir et bienvenue. À vos côtés, Jean-Baptiste Guégan. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes spécialiste en géopolitique du sport et vous êtes co-auteur de Qatar dominé par le sport. J'ai tout bon aussi? C'est ça. Vous avez de l'eau si vous voulez et pensez à bien parler devant votre micro, ils sont très directionnels. Le Qatar s'engage à investir 10 milliards d'euros en France dans le secteur de la transition énergétique, l'intelligence artificielle, encore la santé. Un accord signé hier par l'émir du Qatar au premier jour de sa visite à Paris. La France est de son côté le premier investisseur européen au Qatar avec 9 milliards de dollars investis dans l'énergie, l'aéronautique, les infrastructures, le tourisme. Il y a quoi derrière tout ça? Répond qui veut. Il y a une volonté du Qatar d'être un pays qui existe sur la carte du monde, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le Qatar est un tout petit pays avec 300 à 350 000 nationaux, donc une population alors qui est plus importante, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs immigrés qui sont au Qatar, mais les nationaux ne sont que 300 à 350 000, donc absolument... C'est 15%, je crois, à peu près. Oui, à peu près. Et donc c'est un pays qui est coincé entre deux mastodontes, si je puis dire, l'Iran et l'Arabie Saoudite, et donc c'est un État qui a toujours, depuis qu'il existe, c'est très récent, puisque la création date de 1971, donc ça fait partie de ces États tout récents, et qui a donc besoin d'exister sur la carte du monde, et qui a les moyens d'exister grâce à sa richesse considérable en gaz, et qui lui permet donc d'investir tous azimuts, et surtout d'être un acteur incontournable dans tout un tas de domaines. Alors peut-être avant qu'on lance qu'on rentre dans le dur du sujet, avant 71, il y avait quoi au Qatar? Il y avait des tribus qui étaient là, il y avait
des nomades, il y avait des bédouins, il y avait des chasseurs, des pêcheurs de perles, puisque la ressource était les perles. Hein, donc il y avait ces plongeurs qui descendaient à des distances incroyables, sans bouteilles, sans rien, au péril de leur vie, parce qu'ils avaient une espérance de vie qui était du coup très très courte en raison de cela. Et la découverte du gaz a complètement renversé les choses. Et jusque-là, c'était une région qui était complètement sous influence britannique, parce que pour les Britanniques, c'était important d'avoir le contrôle de la route des Indes. Et quand les Britanniques ont proposé de se retirer, alors tout en gardant des liens privilégiés avec toutes ces familles qui étaient déjà sur place, eh bien, du coup, ce sont des États qui ont été créés véritablement de toutes pièces. Et le Qatar fait partie de cette stratégie, de cette nouvelle réalité dans le Golfe. Jean-Baptiste Guégan. Tout est dit, hein, déjà. Agnès a suffisamment bien résumé la situation, mais le Qatar, c'est aussi un pays qui a besoin d'exister par les relations qu'il entretient avec les autres acteurs. Et dans le cadre de la relation franco-qatarienne, il y a la volonté de se rapprocher d'un membre qui est un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est une des deux puissances européennes, et qui donc peut aussi faire bénéficier le Qatar de sa protection, de son influence diplomatique. Ça tombe bien, on a aussi une industrie de l'armement qui a besoin de débouchés. Et puis, comme nous, on a besoin d'énergie, le gaz naturel liquéfié dans le contexte de la guerre en Ukraine nous sert, et donc la mise en scène finalement de la réception de Tamim Al-Thani à l'Elysée, c'est aussi une manière de montrer au monde qu'il n'y a pas qu'Mbappé dans la relation entre les deux, qu'il y a aussi d'autres sujets, et c'est justement ce qu'on a vu avec cette visite officielle et ce dîner d'État. On va quand même parler un peu de Mbappé. Agnès, pardon, il y a Thibaut qui vous salue dans le chat. Salut Thibaut, bienvenue. Je voudrais juste ajouter que justement ce pays qui est tout petit, et comme il est coincé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a besoin d'acheter des assurances vie. Et donc il achète des assurances vie auprès de plusieurs partenaires, et donc c'est ainsi qu'on voit... De beaucoup de partenaires. De beaucoup. Et donc, et comme il a beaucoup d'argent, il intéresse aussi beaucoup de partenaires, mais avant tout pour le Qatar, c'est une nécessité d'avoir ces assurances vie, puisque s'il négocie avec... il abrite la plus grande base américaine du Golfe, hein, donc le commandement américain est sur place, ce qui veut dire que si un pays a envie d'attaquer le Qatar, il va peut-être y réfléchir à deux fois, en sachant qu'il y a les soldats américains ou la présence américaine qui est sur place. Et donc de signer avec la France, c'est aussi un moyen d'obtenir des garanties. Donc c'est vraiment cette stratégie qui est mise en place par l'émir du Qatar. On l'a vu en 2017, hein, avec le blocus et la pression mise par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. La présence américaine a énormément compté, et les relations tissées avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont compté. Sinon, il n'y aurait plus de Qatar, en tout cas plus de Qatar indépendant, et la dynastie Al-Thani serait plus là. C'est la première fois que l'émir a eu droit à un honneur comme ça, depuis qu'il a succédé à son père en 2013, donc à la tête du richissime émirat gazier, qui possède notamment en France le club de football qui est le PSG. Le seul club qui compte. C'est vous qui le dites, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Pourquoi l'émir n'arrive que maintenant à Paris ? On pouvait le recevoir avant. Oui, en fait, on ne pouvait pas vraiment le recevoir avant. Et vous allez bien l'expliquer, Agnès. Oui, on va expliquer finalement, puisque c'est vrai que lorsque le président Macron est arrivé aux affaires, lui, il a beaucoup plus misé sur des relations privilégiées avec les Émirats Arabes Unis. Le président précédent, François Hollande, lui avait beaucoup plus misé sur l'Arabie Saoudite. Et le président Sarkozy, à l'époque, lui, avait misé sur le Qatar. Mais donc, ça fait deux présidents de suite qui s'intéressent moins au Qatar parce qu'ils avaient d'autres intérêts, estimant que le Qatar était trop proche des frères musulmans, et que donc c'était un danger et que c'était pas un partenaire avec lequel on avait envie de travailler. Alors que les Émirats et l'Arabie avaient donné les gages nécessaires aux yeux du président français, on pourra en discuter, comme quoi la lutte contre les frères musulmans allait plus dans le sens de notre stratégie. Et simplement là, le président Macron s'est quand même rendu compte que le Qatar était quand même un acteur important, et je pense qu'on va y venir, en particulier dans la guerre à Gaza. Et donc c'est là que tout d'un coup, les regards vont se tourner vers le Qatar, et que la France va se rendre compte qu'elle a peut-être commis une erreur en négligeant le Qatar, qui n'a pas du tout apprécié le fait que la France ait une position aussi marquée à l'égard, en particulier des Émirats Arabes Unis. Je rappelle, juste petite parenthèse, c'est que lorsque les Émirats Arabes Unis se sont constitués aussi en 1971, date de création du Qatar, il était prévu que le Qatar fasse partie de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Et au dernier moment, le Qatar s'est dit, mais finalement, je préfère être indépendant tout seul. Donc, vous pouvez imaginer que les Émirats lui en veulent un peu à ce Qatar, parce que si le Qatar faisait partie de la Fédération, là, la Fédération serait encore plus puissante qu'elle n'est aujourd'hui, parce qu'elle récupérerait toute la richesse du Qatar. Vous avez défloré la question qui succède forcément, parce qu'au menu des discussions, il y avait l'hypothèse d'une trêve à Gaza. C'est quoi la carte du Qatar dans ce jeu-là, par exemple, quels sont ses liens, par exemple, avec le Hamas ?
Il abrite toute la direction politique du Hamas et surtout c'est une vieille histoire avec le Hamas En fait, c'est une vraie histoire avec les frères musulmans d'une façon générale. C'est-à-dire que le Qatar, pour justement se distinguer des Émirats et de l'Arabie Saoudite, s'est fait sa particularité de nouer des relations avec les frères musulmans et d'accueillir sur son territoire tous les frères musulmans en délicatesse dans leur pays d'origine. Et donc c'est ainsi que le Hamas s'est trouvé, la direction politique s'est retrouvée au Qatar, comme avec d'autres responsables frères musulmans à travers le monde arabo-musulman, et que du coup, le Qatar aujourd'hui est en position de force parce qu'il est capable de discuter avec le Hamas politique, qui peut transmettre les éléments de langage au Hamas militaire qui est dans la bande de Gaza, et donc ça le rend incontournable dans cette histoire. Il y a une vraie position d'intermédiation qui a été recherchée par le Qatar. Le Qatar parle à tout le monde, le dit, et souhaite justement rester dans cette position où il peut parler à tout le monde, au risque de parler avec des gens avec lesquels on n'a pas du tout envie officiellement. Ça arrange tout le monde finalement, la position du Qatar. C'est aussi pour ça que cette position d'intermédiation, c'est aussi, ça va dans le sens de sa situation géopolitique. Il a besoin de cette assurance vie. Le fait d'être dans cette logique d'intermédiaire parfait, ça l'aide. Et avant le Hamas, il y avait aussi la question des talibans, et on a vu énormément d'acteurs gênants ou d'anciens dictateurs qui trouvent refuge dans le Golfe, et le Qatar est un havre de paix pour certaines personnes qui sont cherchées dans leur pays d'origine. Et donc c'est vrai que ça permet au Qatar véritablement, mais même à la demande de certains partenaires. Je rappelle que lorsque les Américains ont voulu se retirer d'Afghanistan et donc de négocier avec les talibans, les Américains ont demandé au Qatar d'abriter les rencontres pour faciliter le dialogue entre les Américains et les talibans. Donc moi je m'élève un peu contre une expression qu'on entend souvent de dire que le Qatar a un jeu ambivalent. Le Qatar, il a un jeu très clair. Il s'est présenté comme étant l'État qui pouvait servir de médiateur. Il joue ce rôle parfaitement à la demande de partenaires qui ont besoin de lui. Je rappelle que aussi le Qatar a joué un rôle de médiation avec le Liban, à la demande aussi là de la France et des Américains, parce qu'il fallait qu'on essaye de trouver une solution pour sortir le Liban de la crise, alors avec des succès qui ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Ça, c'est une autre question. Mais donc, c'est un jeu que tout le monde, de sa manière, lui demande de jouer, y compris Israël. Et ça, c'est un point extrêmement important à souligner. C'est que lorsque le Qatar, finalement... Que vous pouvez peut-être développer, parce que c'est un peu contre-intuitif. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bande de Gaza est sous blocus israélien et égyptien depuis maintenant 2007, donc fait un certain nombre d'années. Donc c'est un territoire qui ne peut pas vivre, qui ne peut pas développer une économie parce qu'il est sous blocus. Et donc, à un moment, on a proposé au Qatar de donner, de distribuer de l'argent, si je puis dire, dans la bande de Gaza pour éviter que ça n'explose, puisque la situation économique et sociale était absolument catastrophique. Et tout ça s'est fait en accord complet avec Israël, encouragé même par Netanyahou, qui estimait que de sauver, ou dans tous les cas de préserver le Hamas, était une façon d'affaiblir l'autorité palestinienne et de donc pouvoir dire qu'il n'y avait pas d'interlocuteur avec lequel négocier, puisqu'on ne peut pas négocier avec le Hamas qui ne sont pas des gens fréquentables. Donc finalement, de permettre au Hamas de se maintenir dans la bande de Gaza grâce à cet argent qui venait du Qatar, qui passait par les banques israéliennes. Donc tout ça est fait complètement en accord avec Israël, parce qu'il n'y a pas un shekel ou une monnaie qui peut rentrer dans la bande de Gaza sans l'accord d'Israéliens, et que finalement tout le monde a trouvé ça très confortable, et bien qu'il y ait cette solution pour éviter vraiment que la situation n'explose. C'est une vraie n'explose. solution politique. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement quand on pose les éléments, Benjamin Netanyahou savait exactement ce qu'il faisait avec le Qatar, et le Qatar a servi finalement a parfaitement joué son rôle dans cette histoire. Aujourd'hui, il est mis parfois en situation d'accusation, alors qu'il a joué un rôle commode pour toutes les parties. La vraie question, elle se pose de l'autre côté, c'est que tout le monde a laissé faire ces situations un peu ubuesques quand on y réfléchit 30 secondes. Comme vous dites, c'est complètement contre-intuitif. C'est contre-intuitif immédiatement. Donc il faut avoir les éléments de contexte pour comprendre effectivement comment on est arrivé à cette situation. Dans le chat, il y a Volka qui nous dit Qatar, c'est le nouveau Vatican. Tandis que Nessoul nous dit il semblerait qu'il y ait plus de poids du Qatar dans la géopolitique mondiale que l'ONU. C'est un peu triste. C'est un peu vrai. C'est vrai qu'on voit que l'ONU, dans ce conflit, en tous les cas dans la guerre de Gaza, mais pas que, parce qu'il y a un certain nombre d'autres conflits dont on pourrait dire la même chose, qui sont incapables de rien faire, et qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de négociations, eh bien, elles se passent à Doha ou elles se passent à Paris, mais avec effectivement les services du Qatar, américains, israéliens, qui se retrouvent à Paris. Mais si cette réunion est possible, c'est parce qu'effectivement le Qatar est là, et que le Qatar peut après transmettre les éléments de la négociation, puisqu'il est hors de question
question, évidemment, que le Hamas soit présent autour de la table. Ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu d'émir du Qatar à Paris, en France. C'est une nouvelle lune de miel entre Doha et Paris. C'est quoi les... C'est une manière aussi de mettre en scène finalement la relation dans un contexte où chacun a besoin de se mettre en avant, dans un contexte qui est aussi très favorable, parce que Paris, pourquoi les conditions sont favorables là? Déjà, politiquement, il y a Gaza. Alors évidemment, la situation internationale fait que pour la diplomatie française, qui a parfois été confuse, on va dire, si je suis poli. Voilà. Il y avait la nécessité de se mettre en scène en rencontrant de manière officielle, avec le plus haut niveau finalement de rencontres diplomatiques, la relation entretenue avec le Qatar, qui est un acteur, un partenaire justement dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Il y a aussi la volonté du côté du Qatar de montrer qu'on parle à tout le monde, et la France est aussi un acteur, et puis c'est aussi un partenaire. Dans la rencontre qui s'est passée, il y avait aussi d'autres sujets très nationaux qui devaient être négociés. Alors on a parlé effectivement des investissements, mais il y avait aussi la volonté pour le chef de l'État de montrer qu'il était capable d'aller chercher de l'argent à l'extérieur pour certains secteurs, à commencer par le secteur du divertissement, on parlera du football tout à l'heure, c'était évidemment pas la seule raison, et c'était vraiment une raison très annexe. Mais qui existait quand même. Mais qui a existé. Et on est ici dans une logique où ce sont deux acteurs qui consentent finalement à se mettre en scène ensemble, ce qui les arrange tous les deux, parce que ça permet aussi au Qatar de sortir de son image dans un contexte européen où les images sont quand même beaucoup plus favorables que les images finalement de combattants, ou l'absence d'image, parce que finalement dans les négociations on n'a pas d'images de diplomates qatariens négociant avec des acteurs du Hamas. Ce qu'il faut ajouter aussi dans cet intérêt pour la France à ce que cette visite se déroule maintenant, c'est qu'il y a des otages encore franco-israéliens qui sont retenus dans la bande de Gaza, que certains déjà otages franco-israéliens sont sortis, et donc ils sont sortis aussi grâce à cette médiation du Qatar, et donc il reste encore 3 otages à sortir, et donc pour le président Macron qui en a fait aussi un dossier prioritaire, eh bien, c'est une façon de remercier le Qatar pour les efforts qui ont déjà été déployés et qui ont permis la libération de certains d'entre eux, et de dire que, évidemment, qu'on continue à espérer que le Qatar va pouvoir négocier cette fameuse trêve que tout le monde attend avec plus qu'une grande impatience. Et ils ont cette marge de manœuvre ? C'est pas eux qui vont tout décider. Je veux dire, c'est pas le Qatar qui va décider, c'est pas le Qatar qui va être capable de conclure cette trêve. Le Qatar a des moyens, évidemment, de parler, de convaincre la branche politique du Hamas. Après, quelle est la capacité de la branche politique à faire accepter cela à la branche militaire? Ça, c'est une autre question. Et sur la branche militaire, évidemment, le Qatar n'a pas du tout les mêmes moyens de pression qu'elle peut en avoir sur la branche politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut plutôt réfléchir dans l'autre sens, c'est-à-dire que la situation serait plus compliquée si on n'avait pas le Qatar comme interlocuteur. Le Qatar, c'est aussi beaucoup de sport, et je pense que tu peux en parler très longuement. C'est une diplomatie par le sport. Alors c'est même plus que c'est une diplomatie du sport, c'est une diplomatie par le sport. C'est l'État qui, sur les 25 dernières années, a mis en place la stratégie sportive la plus ambitieuse, avec des ambitions géopolitiques. Ça n'avait pas été fait à ce point-là, à ce niveau-là, depuis la guerre froide, mais on parlait d'États qui n'étaient pas comparables. Les États-Unis, la Chine dans une certaine mesure, la Russie, en tout cas l'URSS. Là, le Qatar a littéralement utilisé le sport pour exister. Donc ça, c'était son ambition géopolitique première. Se faire connaître et reconnaître, parce que quand vous vous faites attaquer par un acteur extérieur, il faut que vous soyez connu des opinions publiques. Dans une démocratie, on n'engage jamais son armée si les opinions publiques ne sont pas favorables à cet État. Et donc, il faut exister. Pour exister, il y a plusieurs stratégies. Il y a les stratégies touristiques, il y a des stratégies qui consistent à miser sur le culturel. Mais le sport, a fortiori au XXIe siècle, est un élément qui vous donne une visibilité rapide. Le premier des sports, c'est le football. Et donc, en investissant dans le football, vous avez une capacité à exister tout de suite, rapidement. Et en plus, à contrôler votre image. On se rappelle, par exemple, au début de la décennie 2010, les unes de la presse en France, c'était « Le Qatar rachète la France ». Donc anxiogène, contraire à l'image. Ce qui n'est pas faux dans les faits. En tout cas, dans certains secteurs, ils ont fait des investissements stratégiques. Je parlais pour les unes de la presse. Voilà. C'est vrai. Et n'avancerait pas. De l'autre côté, le sport leur a permis aussi de contrôler leur image, de montrer que leurs investissements n'étaient pas ceux de gens relativement farfelus. Ils ont aussi montré par le sport qu'ils étaient capables d'organiser des événements internationaux, la Coupe du Monde de football, avec tous les travers et les turpitudes qu'on connaît. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, absolument. Et ça, c'est un vrai marqueur aussi. Ils l'ont fait. Absolument. C'est voilà. Deux choses. Et ça montre aussi
au reste de la planète que les talents, les entreprises, les investisseurs sont bienvenus au Qatar, qui sont capables de se positionner sur le plus haut niveau de normes. Et on l'a vu par exemple avec un discours notamment sur l'homosexualité ou les droits humains, où la réalité était contraire aux valeurs occidentales, et où derrière on les a vus transiger à un moment donné dans la communication sur ça en disant, ça c'était des paroles qui étaient inconcevables il y a 20 ans, tous les homosexuels sont bienvenus sur le sol qatarien pendant la Coupe du Monde. Pour peu que... Ah oui, évidemment. Après, on reste sur un pays dont on sait évidemment le rapport plus distant à la question. Mais ce qui est très intéressant là, c'est de voir que le sport les a aidés aussi à se visibiliser, à construire et à appuyer leur stratégie d'influence. C'est pas pour rien que lors du dîner d'État, vous avez Nasser Al-Khelaifi, mais qui n'était pas présent en tant que président du PSG, mais en tant finalement que représentant du gouvernement qatarien. Nicolas Sarkozy, qui avait dont on dira plein de choses, j'imagine, plus tard, je vois ton sourire. Bien sûr. Et Kylian Mbappé. Sans compter tous les hauts dirigeants du sport français qui, très objectivement, n'avaient rien à faire là, dans les faits. Philippe Diallo, qui est le président de la fédération, Vincent Labrune, qui est le président de la Ligue de football. Et puis, il y avait aussi le président de Beansport, Al-Obaidi. Dans un contexte où le sport français et le foot français ont besoin d'argent, c'est pas anodin. Ça, c'est aussi un moyen d'influence. On dit que le Parc des Princes, c'est la première ambassade du Qatar. C'est vrai, et il se décide quand même beaucoup de choses dans ces salons. Le sport est aujourd'hui un moyen de faire changer les comportements, ou en tout cas d'accéder aux élites. Et ça, c'est une vraie constante depuis le début du XXIe siècle. Ça avait été un peu oublié. Ça reste encore minoré, souvent méprisé. Il suffit de regarder par exemple les histoires du XXe siècle ou du XXIe siècle qui ont été écrites jusqu'alors. Le sport est complètement oublié. Or aujourd'hui, on ne peut pas comprendre le positionnement du Qatar sans le sport. Agnès, je vous ai vu non, je voulais juste sourire raconter une anecdote, alors vraie ou fausse, peu importe, mais elle est très... Je préférerais qu'elle soit vraie, Agnès, pour le coup. Bon, alors, elle est vraie. On raconte que le père de l'émir actuel, qui était donc l'ancien émir du Qatar, lorsqu'il était jeune, il arrive à l'aéroport d'Orly à l'époque, et avec son passeport, donc le passeport du Qatar, et que le policier de l'air et des frontières regarde en disant « Mais qu'est-ce que c'est que le Qatar ?» Et on raconte que du coup, l'émir il était peut-être pas encore émir parce que sinon il aurait eu le salon d'honneur et il n'aurait pas subi ce genre de comportement, mais a été extrêmement vexé et s'est dit à partir de là, que faire pour que mon pays, qui est tout petit effectivement, existe sur la carte du monde. Et il s'est engagé donc dans le sport et dans les médias avec la chaîne de télévision Al Jazeera. Et ça a été vraiment une stratégie qui a été patiemment élaborée et qui part, raconte-t-on, de ce qu'il a considéré être un peu comme une baffe, quoi, de se rendre compte que personne ne connaissait le Qatar. Or, aujourd'hui, je pense qu'à travers le football, tout le monde, à travers sur la scène mondiale, connaît le Qatar, et ce qui est quand même un tour de force absolument incroyable quand on revient à ce que je disais tout au début, quand on voit la taille de ce micro-État, tout le monde connaît aujourd'hui le Qatar. C'est vrai que le sport leur a permis finalement de changer de catégorie. Aujourd'hui, ils apparaissent comme un État puissant alors qu'il y a 25 ans, personne ne savait les positionner. Aujourd'hui, en plus, le sport leur a permis d'entrer dans la tête des gens. Ils ont littéralement construit des représentations du Qatar. Aujourd'hui, on a des images de Doha. Personne n'aurait eu d'image de Doha, et même il y a encore 5 ans. C'était compliqué. Il y avait que le PSG qui y allait dans le cadre de leur fameux Winter Tour, leur visite hivernale. Et on n'avait rien d'autre. Avec la Coupe du Monde au Qatar, on a des images de Doha, on a ces fameuses campagnes de publicité partout qui ont été copiées ensuite par l'Arabie Saoudite. Et ces images-là, elles sont positives, mais surtout elles sont maîtrisées. Le Qatar a construit un récit national, alors ce qu'on appelle du national branding, si on prend des termes de marketing, qui vise à utiliser le sport pour finalement construire un récit. Et ce récit, il est séduisant parce qu'il est maîtrisé, donc ça les arrange, mais parce qu'il permet aussi de montrer certaines facettes du territoire. Tout le monde a en tête, pendant la Coupe du Monde, ces fameuses images de dunes, avec un faucon qui passe, la corniche à Doha, avec d'ailleurs une musique insupportable parce qu'elle revient toutes les 30 minutes, mais on a ces images-là. Dans le chat, il y a Grutti, salut Grutti, bienvenue, qui nous dit l'Arabie Saoudite qui organise les Jeux asiatiques d'hiver en 2029 suit-elle la même stratégie? C'est comparable ou pas?
Ben oui, parce que l'Arabie, en fait, a été très vexée, et je pense que le terme est faible, de se rendre compte que son voisin, qu'il méprise, qui est tout petit, alors que lui, c'est quand même le pays important de la région, ben, n'y avait pas pensé, n'avait absolument, s'était pas projeté de cette façon-là. Alors c'est vrai qu'il y a une différence, c'est que jusqu'à l'arrivée du prince héritier saoudien, il n'y avait pas du tout de stratégie de cette nature-là en Arabie saoudite. L'Arabie était un pays qui était beaucoup plus discret, qui gérait un certain nombre de dossiers, mais vraiment dans l'ombre et ne souhaitait pas du tout apparaître sur le devant de la scène. Mais lorsque l'Arabie, et surtout sous l'impulsion de ce prince héritier jeune, moderne, enfin avec toute l'image que, alors on pourra en discuter, mais en tous les cas l'image qu'il veut projeter, se rend compte que son voisin est capable d'attirer tous les regards sur lui, et du coup l'Arabie paraît un peu ringarde, si vous passez l'expression, à côté, et bien du coup la nouvelle stratégie effectivement des Saoudiens, c'est de se lancer de la même façon dans des grandes manifestations sportives, et même si ça fait quand même un peu sourire pour des questions évidentes et en particulier environnementales, de se dire que l'Arabie saoudite va organiser les Jeux olympiques asiatiques d'hiver. Bon, ça pose quand même question, mais c'est évident que... Il y a Rai qui disait clairement, c'est clairement pas parce qu'il semble aimer faire du ski. Oui, il n'y a pas vraiment une grande tradition de ski en Arabie. Mais voilà, donc c'est évident que le Qatar, dans différents domaines, apparaît comme novateur, comme lorsqu'il a lancé cette chaîne de télévision Al Jazeera qui a bouleversé le paysage médiatique régional et international après la chaîne en anglais. Majeur. C'est un acteur évident. Eh bien, l'Arabie saoudite, quelque temps après, a lancé sa propre chaîne, Al Arabiya, qui était un moyen, effectivement, de dire, bon, nous aussi, on est capable de faire la même chose. Donc, à chaque fois, on voit une Arabie qui essaye de courir, finalement, derrière ce que le Qatar a lancé, parce que l'Arabie est persuadée d'une chose, c'est que c'est à elle de donner le là de la politique, de la stratégie dans le Golfe, parce que c'est elle le grand pays du Golfe, et elle veut surtout pas laisser la place au Qatar. Et ce qui est intéressant dans le sport, c'est qu'elle a littéralement comparé la stratégie mise en place par les Émirats Arabes Unis, par le Qatar. Elle a fait la même chose, 10 fois plus vite, avec 10 fois plus de moyens, et en ayant un discours, ayant anticipé toutes les critiques reçues, et par les Émirats Arabes Unis qui avaient investi dans le City Football Group, et le Qatar. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train littéralement de bouleverser l'ordre sportif international à un point jamais vu. On est dans de l'inédit. C'est-à-dire que sur les fédérations de boxe, ils ont réussi à rassembler la quasi-totalité des grands combats. L'idée, c'est de rassembler la totalité des titres de boxe qui sont éclatés, donc ça devient illisible, et tout organisé et centralisé en Arabie Saoudite. Pareil avec ce qu'on appelle le MMA et l'UFC. Ils ont investi là massivement dans le football, tout le monde l'a vu, mais l'idée c'était aussi de parler à la jeunesse saoudienne. Donc il y a à la fois un objectif national, parce que MBS vise les 40 prochaines années. Il est malin. Et puis surtout, il est jeune. C'est ça la différence. C'est qu'on a une nouvelle génération, que ce soit Mohamed bin Zayed aux Émirats Arabes Unis, qu'on soit avec Tamim Al-Thani au Qatar ou avec MBS, Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. C'est une autre génération qui a vécu les jeux vidéo, qui aime le sport, qui aime le football, qui sait ce que ça déclenche comme émotion. Et quand vous êtes dans un pays où vous avez les 2 tiers de votre population qui a moins de 35 ans, bah vous savez que si vous leur parlez maintenant, ils vous suivront sur les décennies qui suivent. Le sport, c'est aussi ça. Alors, on ne va pas tomber dans du pain et des jeux, mais c'est aussi un vrai relais de développement économique. Et c'est ce sur quoi parie finalement l'Arabie Saoudite, le Qatar et aussi les Émirats Arabes Unis. Israël l'a fait un temps, hein. Bon là, avec ce qui se passe, c'est plus compliqué à développer. Mais ce qu'on voit, c'est que le tourisme sportif aujourd'hui, c'est des milliards de dollars. On a des sommes qui ont circulé qui dépassaient les 50 milliards de dollars sur le Golfe. Et donc, c'est une somme à capter. Vous avez à côté de ça le fait que quand vous développez des infrastructures et que vous faites de l'événementiel, bah, vous travaillez votre image. Or ça, c'est des coûts, je ne vais pas dire gratuits, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une image internationale beaucoup plus favorable. Et l'avantage du sport, c'est que c'est récurrent et régulier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un événement, on va parler de vous sans que vous ayez à faire de campagne de com. Et tous les ans. Et tous les ans, voire toutes les semaines. C'est pour ça que tous ces clubs-là ont investi, enfin tous ces pays ont investi dans des clubs. Au dîner, donc visite d'État, dîner d'État, il y avait une grande absente, c'était Anne Hidalgo. Il y avait un grand présent, c'était Nicolas Sarkozy, Agnès. Ah oui, parce que Nicolas Sarkozy, c'est lui, lorsqu'il était président de la République, qui avait vraiment noué des liens très forts avec le Qatar, et que l'on sait qu'il a continué à entretenir des liens. Il y va régulièrement, il fait des conférences. Très très bien rémunérées, comme vous pouvez l'imaginer. Et que donc, c'est vrai que... C'est pas qu'on l'imagine, c'est qu'on le sait. Oui,
Absolument. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, il était tout à fait légitime, connaissant les bonnes relations en plus entre le président Macron et l'ancien président Sarkozy, et bien qu'il soit présent. Et tout ça constitue aussi cette espèce de réseau quand même, qui est un réseau en France qui fonctionne, de personnalités qui considèrent que le Qatar est un État avec lequel il faut discuter. On a tout intérêt à faire des affaires, à travailler avec lui. Alors ce qui est c'est vrai que c'est toujours un peu étonnant quand même dans cette relation qu'on a avec ces pays du Golfe quand même, où il y a une espèce d'ambivalence que je trouve terrible de notre part. C'est que pendant un moment, donc il y a eu des très bonnes relations. Après, il y a eu quand même une espèce de Qatar bashing pendant quelques temps, considérant que le Qatar soutenant les frères musulmans, donc il allait soutenir les frères musulmans aussi en France à travers tous les réseaux. Enfin bon, et que donc il était devenu vraiment politiquement incorrect de parler du Qatar, d'aller au Qatar et d'envisager des relations avec le Qatar. Donc c'est un peu la stratégie dans laquelle le président Macron d'ailleurs a été pris. On a les pudeurs qu'on peut. Et puis maintenant, on est revenu un peu en arrière. Ils sont fréquentables maintenant. Et maintenant, ils sont à nouveau fréquentables. Et ça, peut-être que toi, tu as quelque chose de plus à dire. Parce que ça, c'est quand même très intéressant de voir ces il y a un vrai marqueur. Si on regarde la Coupe du Monde 2022, Emmanuel Macron, alors évidemment, on va toujours chercher la victoire, mais il ne vient au Qatar qu'à partir de la demi-finale. Il refuse d'y aller avant parce qu'il sait que le message politique renvoyé sera compliqué. Quand la ministre des Sports y va, c'est très encadré. Alors, elle fait acte finalement de se montrer en tribune avec un pull aux couleurs arc-en-ciel, mais ça avait été discuté avant. Bien sûr. On est dans un contexte où on ne fait surtout pas d'impair. Et donc on respecte le partenaire, mais on ne se présente pas avec lui. Après 2022, la réussite étant présente, on a vu aussi les choses se stabiliser plus ou moins. Et puis les événements récents ont amené justement cette bascule-là. On a vu aussi au Qatar énormément d'entreprises françaises réussir cette Coupe du Monde. Et ça, c'est aussi à noter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le PSG, il y a aussi un vrai terrain d'investissement et on a effectivement beaucoup d'argent français dans la construction des stades, mais pas que. Le traitement de l'eau, par exemple, tout le traitement du gaz. C'est assez intéressant de voir aujourd'hui beaucoup de nos acteurs se dire le Qatar, finalement, c'est pas si mal. C'est plus stable qu'ailleurs. Ça posera peut-être moins de problèmes qu'avec l'Arabie Saoudite. Et puis, c'est un marché supplémentaire. Cette normalisation-là, elle est intéressante et ça se manifeste avec ce dîner d'État. Et c'est vrai que pour les investisseurs, en tous les cas, il y a un sentiment d'une stabilité et qu'il n'y a pas tellement de risques de soulèvement ou de contestation, puisque la population, comme je l'ai dit, est tellement peu importante que les Qatariens sont très bien servis. Enfin, ils vivent dans des conditions vraiment qui peuvent faire rêver plus d'un. Donc, il n'y a aucune raison qui conteste. Les 15% de la population. Voilà. Alors, et ceux qui ne sont pas des Qatariens, ils n'ont pas intérêt à parler parce qu'ils prennent le premier avion et ils rentrent chez eux. Donc, en 2011, juste, il y a eu une petite contestation dans la foulée des soulèvements dans la région. Il y a eu un poète qui a fait un poème en demandant un peu d'ouverture. C'est vrai qu'il a été immédiatement emprisonné, mais ça n'est pas allé au-delà. Alors qu'en Arabie Saoudite, il y a une vraie population, puisque sur 30 millions d'habitants, il y a 20 millions de Saoudiens. Une population, comme disait Jean-Baptiste, jeune, et donc qui attend aussi que le prince héritier donne des choses pour qu'il puisse vivre dans de bonnes conditions. Et donc c'est vrai que le prince héritier saoudien est obligé de faire beaucoup plus attention à sa population que n'est obligé de le faire l'émir Tamim, qui lui n'a pas cette contrainte, si je puis dire, du respect ou de répondre à des revendications qui pourraient venir de la société. Pour les Saoudiens, justement, ce qui est assez intéressant, c'est aussi l'effet d'échelle. C'est-à-dire que c'est plus facile de financer 300 000 Qatariens que de financer plusieurs dizaines de millions de Saoudiens. Et ça pose question aussi. C'est-à-dire que c'est des États qui savent, en tout cas pour ceux qui les dirigent, que le cours du pétrole, le cours du gaz a un effet direct sur la capacité à maintenir un État-providence et un ordre social qui permet le maintien de ces dynasties autoritaires. Le jour où vous avez plus cette manne et cette finalement rente énergétique, vous avez un problème parce que la totalité de l'organisation de votre société s'effondre. Et là, donc, vous perdez le pouvoir avec tout ce que ça peut impliquer. Et c'est assez intéressant. Tu peux regarder des printemps arabes. Au sortir des printemps arabes, on a vu Ahmad le père céder le pouvoir à son fils. Il y a eu une transmission du pouvoir qui ne reposait pas sur... Alors on peut raconter un peu cette séquence un peu inattendue sur les printemps arabes, on a vu justement le Qatar être un acteur majeur de ces printemps arabes et de soutenir justement les frères musulmans dans la diffusion de ces printemps arabes et donc dans la déstabilisation. En Europe, nous, on l'a vu comme un printemps parce qu'on pensait que ça allait amener de la démocratie. On a vu que c'était loin d'être le cas. On a vu aussi que ça posait problème dans pas mal d'États. Ahmad a vu aussi le retour du bâton très rapidement arriver et il a transmis le pouvoir à son fils dans un contexte relativement pacifié
qui lui a permis finalement de sortir par le haut, et son fils a changé aussi le positionnement du Qatar à ce moment-là. Et c'est là où la diplomatie du sport s'est accélérée. C'est à ce moment-là où il décroche aussi la Coupe du Monde, et on est dans une séquence complètement différente. C'est très intéressant de voir justement comment le Qatar s'est positionné. Là où l'Arabie Saoudite était restée à ce moment-là, ouais, c'était très vieillissant pour être gentil. Oui, c'est vrai que le Qatar a vraiment compris que, puisque Al Jazeera, cette chaîne de télévision, a complètement soutenu les soulèvements dans le monde arabe, ce qui a suscité de vives critiques de la part des Émirats, en particulier de l'Arabie Saoudite, qui du coup ont pris la tête de la contre-révolution et qui ont participé à cette contre-révolution contre la stratégie qui avait été celle menée par le Qatar. Et donc, c'est en ça que l'émir père a passé le pouvoir à son fils, en se disant, bon, comme ça, on met de côté, on referme cette parenthèse, et mon fils aura plus de possibilités d'ouvrir une nouvelle ère en prenant un peu plus de distance, mais ce qui n'a pas empêché la même stratégie du Qatar de se maintenir, c'est-à-dire de continuer à recevoir les frères musulmans, mais avec un affichage moins fort de ce soutien aux frères musulmans pour justement essayer de calmer les tensions. Alors, ce qui n'a pas empêché après d'arriver comme en 2017 avec le blocus, vous savez, qui avait été imposé par l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte et le Bahreïn à l'État du Qatar, en espérant que le Qatar se casse la figure, ne soit pas en mesure de finir les constructions pour la Coupe du Monde. Et ça a été raté, parce que finalement, le Qatar en est sorti vainqueur. Et d'ailleurs, le prince héritier d'Arabie Saoudite a réintégré le Qatar dans le Conseil de coopération du Golfe, sans avoir rien obtenu en échange, aux grandes dames des Émiriens qui étaient furieux. Mais le prince héritier a compris que ça ne servait à rien de continuer. Et en termes d'image, c'était absolument catastrophique. Tu parles d'image, justement. Ce qui est très intéressant, c'est que l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, c'est Mohamed Ben Salman, qui vient, et alors là, personne s'y attendait, avec une écharpe aux couleurs du Qatar. Al Thani ayant de son côté une écharpe aux couleurs de l'Arabie Saoudite, ce qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Et il y a un grand absent, c'est Mohamed bin Zayed, qui n'est pas là, qui va faire un tour après. On n'a quasiment pas d'image, et c'est volontaire. Les tribunes ont servi à montrer les relations internationales du Qatar au monde entier. Et dans ces cas-là, les absents ont toujours tort. La France n'était pas représentée à ce moment-là. On s'est rattrapé par la suite. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir qui était présent, qui n'était pas présent. Comment comment l'Élysée va gérer les relations maintenant avec les Saoudiens? On s'est rapproché du Qatar. Ça peut être problématique à un moment? Je pense que l'Arabie et les Émirats... mais l'Arabie et les Émirats sont tout à fait conscients que la priorité pour la France aujourd'hui, c'est la question des otages, c'est la question de la guerre à Gaza, que c'est une préoccupation majeure pour les Saoudiens et pour les Émiriens, et que je crois que dans ce cadre-là, ils ne peuvent pas nous le reprocher. Le seul objectif de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est que cette guerre cesse, parce que ça va complètement à l'encontre de ses intérêts, puisque le MBS était lancé dans un processus de normalisation avec Israël, c'est pas qu'il a un intérêt particulier pour Israël. Ce que veut MBS, c'est que les conditions soient réunies pour que les investisseurs viennent pour financer tous ces grands projets pharaoniques délirants qu'il est en train de mener. Et s'il y a une guerre dans la région, les investisseurs vont hésiter. Et donc, on le voit au niveau de la mer Rouge, on le voit avec les Houthis au Yémen, on le voit, ça donne pas envie. Et donc la préoccupation de MBS, c'est que cette guerre cesse. Donc si le Qatar joue un rôle important et permet d'arriver à quelque chose, je pense que MBS peut tout à fait s'en accommoder, parce que ça va dans le sens de ses intérêts. Et pour les Émirats, qui est le seul pays dont on parle des trois, qui lui a normalisé avec Israël et qui n'a pas rompu ses relations depuis le début de la guerre à Gaza, eh bien lui aussi, il peut quand même espérer que grâce au Qatar, ça va s'arranger et que du coup, ça évitera que les regards se tournent vers les Émirats, parce qu'il y a beaucoup de critiques dans le monde arabe sur le fait que Abu Dhabi n'a pas rompu ses relations avec Israël en dépit de la guerre à Gaza. La France vend des armes. Est-ce que la France vend des armes au Qatar? Ah bah oui. La réponse est oui. De quoi le Qatar a besoin? Mais il a besoin évidemment, il a besoin d'armement pour montrer qu'il peut se défendre, même si c'est plutôt les accords de défense qui pourraient lui permettre de se défendre que l'utilisation, même si il y a quand même des formations et c'est une armée qui est en train vraiment de se développer mais qui pourra jamais toute seule, parce que simplement c'est une question de moyens humains. Quand vous avez 300 000 Qatariens, comment faites-vous? Vous êtes obligé de faire appel à des mercenaires ou soit des accords. Donc vous avez besoin de cette protection, et ça c'est quand même le maître mot qui conduit toute la stratégie du Qatar.
Qatar. C'est une vraie capacité de dissuasion finalement. C'est-à-dire que quand on regarde, je me souviens d'une image justement avec Tamim Al-Thani, avec déployé derrière lui la totalité donc de son corps d'armée, et on se rend compte qu'une partie de la flotte qu'il a rouille dans le désert. On est sur la capacité de répondre au cas où. Oui, absolument. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de voir que justement, oui, on a une industrie de défense, et là, on est aussi dans ce réalisme typique. L'industrie de défense en France, c'est plus de 100 000 emplois. À un moment donné, cette industrie-là, elle compte. On vend des armes à tout le monde. On contrôle aussi leur usage en partie. Donc c'est pas non plus des armes qui peuvent être détournées dans et utilisées dans n'importe quel cadre. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier. Dans le déploiement militaire, on donne pas un avion en disant bon, débrouillez-vous avec. Pas du tout. Il y a une vraie capacité, notamment dans la maintenance. Si on veut qu'un avion ne décolle pas, c'est relativement facile. Puis on a les codes. Et voilà. Et on a les codes. Ouais, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que si la France demain ne veut pas que ces Rafales décollent, ils ne décollent pas. Et je rappelle quand même que le fameux contrat qu'avait signé le Qatar pour les Rafales, c'est ça qui a permis aussi de faire décoller les ventes de Rafale, qui était un avion qui tout le monde dit qu'il était génial, mais qu'on n'arrivait pas à vendre. Et que finalement, grâce à ce contrat qui a été passé avec le Qatar et qui était un contrat très politique, évidemment, eh bien, ça a permis après à ce que de nombreux pays s'engouffrent dans la brèche et achètent des Rafales. J'ai une question dans le chat, mais je pense qu'on vient d'y répondre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir France Info, salut. Salut Marcaël. Question, savons-nous si les armes vendues de la France au Qatar sont ensuite revendues à des pays tiers, voire inamicaux? Donc la réponse est non. Ça, je ne crois pas du tout, et le Qatar s'amuserait pas du tout à faire ce genre de choses. Je pense qu'on pas s'assurerait que ce soit bien dans le nôtre. Effectivement, Volca ajoute, oui, on vend de la maintenance, et surtout le Rafale qui est une usine à gaz. C'est ton avis, Volca. La manne providentielle du Qatar, c'est le gaz. C'est le gaz naturel liquéfié qu'on envoie à grand renfort de super tankers de méthaniers. Le Qatar a encore beaucoup de réserves. On dit qu'il peut tenir parfois 100 ans, parfois 200 ans. Les plus optimistes disent 300 ans. C'est un peu le cas ou c'est tout à fait exagéré? Non, il a des réserves absolument considérables et tout n'a pas encore été exploré, puisqu'il faut juste ajouter que le Qatar partage ce grand champ gazier avec l'Iran, que l'Iran ne peut pas l'explorer autant que ne le fait le Qatar, parce que l'Iran est un pays sous sanctions maintenant depuis des dizaines d'années et donc n'a pas les moyens de pouvoir prospecter et de pouvoir exploiter ce champ comme peut le faire le Qatar. Donc il y a encore il y a, paraît-il, des possibilités encore très importantes qui peuvent se présenter au Qatar et à l'Iran lorsque l'Iran pourra prospecter dans des meilleures conditions. Champ qui est d'ailleurs intéressant parce qu'il permet au Qatar d'avoir des relations avec l'Iran là où les autres acteurs en ont pas, ou en tout cas n'ont pas la même nature de relation. Et le champ du North Dome, il est très intéressant parce qu'il fait du Qatar l'un des deux plus grands acteurs vendeurs de gaz naturel liquéfié. Et ça, on le doit à Ahmad. C'est qu'au départ, le père, donc le grand-père de Tamim, exploitait simplement le gaz. C'est l'utilisation du gaz naturel liquéfié qui a changé finalement la capacité d'investissement du Qatar et qui l'a fait entrer dans une autre catégorie de pays. Et ça, on le doit à la dimension visionnaire du père. Le grand-père ne voulait pas en entendre parler. Et le gaz est vraiment un déterminant de ce qu'est le Qatar. Après, 300 ans, c'est peut-être exagéré. J'en sais rien, oui. Mais en tout cas, il a de beaux jours devant lui pendant encore des dizaines d'années, ça c'est évident. Il y a peut-être moins de limites que l'Arabie Saoudite, par exemple, pour le pétrole. D'autant qu'on a vu là, dernièrement la consommation du pétrole évoluer moins vite que celle du gaz naturel liquéfié. Il y a une demande de gaz naturel liquéfié mondiale beaucoup plus importante, a fortiori avec la Russie qui ne peut plus en produire autant. Oui, et puis il y a la guerre en Ukraine notamment qui a précipité un petit peu ce besoin. Chers amis, je vois que leur tourne et que Mathis me fait de gros yeux et qu'il est temps donc de vous libérer. Est-ce que, Agnès, le mot de la fin sur le Qatar? Le Qatar, il faut le considérer comme un État qui a investi dans la médiation et qui est donc un acteur qui est utile, je crois, pour de nombreux pays et dans la volonté de participer justement au règlement de certains conflits. C'est une manière qui a pris la place d'un autre acteur qui jusque-là avait vraiment ce rôle qui était le sultanat d'Oman et qui est beaucoup moins présent aujourd'hui dans toutes ces médiations. Et donc, c'est intéressant de voir que le Qatar, mais aussi grâce à ses moyens financiers considérables, a pu s'attacher une place tout à fait particulière, et la visite d'État de l'émir en France démontre effectivement ce poids et cette réalité. Donc bravo, si je puis dire, pour l'émir qui a réussi ce pari, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vraies questions qui se posent sur ce Qatar, mais en tous les cas, cette stratégie qui a été élaborée fonctionne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité.
Merci Agnès Levallois. Jean-Baptiste, le mot de la fin. Le Qatar a utilisé justement sa position aussi dans le sport pour se normaliser. On en a fait aujourd'hui un partenaire. Ils vont entrer là dans un nouveau chapitre de leur usage du sport avec la concurrence saoudienne. On va voir comment ils vont se positionner. Le départ de Kylian Mbappé va aussi réorienter le projet du Paris Saint-Germain et donc de leur stratégie. J'ai quand même une question, il fallait que je vous la pose. Qu'est-ce que va devenir le PSG sans Mbappé? Il n'y a plus de stars maintenant. Un club, une équipe. Si, il faut arrêter. Peut-être qu'on va retrouver un jeu collectif moins centré sur un joueur star. On va sortir de ce qu'on appelle le Kylian SG, du Mbappé SG. On va peut-être retrouver une équipe avec aussi une autre manière de gérer les choses. Après, si on prend le PSG, c'est une vraie réussite aussi en termes de progression du chiffre d'affaires. Sur les 10 dernières années, c'est la 2e franchise mondiale. Ce qu'ils ont fait au PSG est aussi un moyen de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et il faut voir si les partenaires locaux sont capables d'accompagner ça. Je pense à la mairie de Paris. Merci Jean-Baptiste Guégan, merci Agnès Levallois. Je vous chasse du plateau de manière très inélégante et je vous prie de m'en excuser. Merci infiniment de nous avoir fait l'amitié de nous avoir rejoints. Je vous remets à Mathis et j'accueille ma dernière invitée. Salut. Alors tu as celui que tu veux. Celui-là c'est bien. T'as de l'eau si tu veux. Il fait une chaleur épouvantable ici. Donc je vous laisse avec Mathis qui me regardait avec le regard noir de Carmen sur le toréador qui n'avait pas vu l'heure. Car l'horloge me rappelle qu'il est l'heure de retourner au cinéma, pas dans les dunes de Dune, ni dans les dunes du Qatar d'ailleurs cette fois, mais quelque part dans une banlieue pas loin de Paris, où se déploie HLM Poussy, pardon, je suis fatigué. C'est jeudi soir. Le premier long métrage de la réalisatrice Nora El Hourch, qui sort mercredi prochain. T'as gâté les meufs derrière ou pas? Princesse Yasmine, t'as Instagram? T'es grave belle. Oh, toi, t'es Aladdin et tu vas aller sortir le tapis, vous allez voler. Faut insulter vos mères pour que vous intéressiez. Ma mère, elle nique ta mère. Donne-moi ton 06, ça passe maintenant? On fait quoi? Les meufs de maintenant, faut trop les bêtes, tu vas parler avec eux, c'est fini. Ouais, attendez-moi. Je te jure, y'a rien. Connard! Eh, ta gueule. Wallah, Mina, ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Zach, il m'a bloqué dans la salle de bain. Et il m'a embrassé sur la bouche. On peut pas laisser passer ça. On n'a qu'à le filmer. Il n'y a jamais de preuves. C'est pour ça que la justice, elle se fait pas. Passe la nuit avec moi. Tu verras, je te mens pas, je vais prendre soin de toi, je te jure. Je vais te faire l'amour comme un ouf. Don't mess with HLM Poussy. On ne se fait pas justice soi-même. Faire quoi alors? Attendre que la justice se fasse toute seule? Mais je crois que t'as pas conscience de ce que tu viens de faire. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, grosse folle? Je voulais juste aider Zineb. Je t'ai rien demandé, moi. Je vais supprimer ta putain de vidéo. On peut pas abandonner. Si je la supprime, ils gagnent. Ils gagnent tous. Y a pas de révolution sans prise de risque, sans violence, sans victime. C'est comme ça. Révolution de merde, ouais. C'est donc au cinéma le 6 mars. Salut Nora. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment on parle d'un film qu'on a vu, puisque je l'ai vu, mais qui n'est pas encore sorti, sans déflorer la fin? C'est compliqué. Le pitch, mais en fait le pitch on l'a un peu vu dans le trailer. Le pitch c'est Amina, Djeneba et Zineb, 3 adolescentes inséparables qui postent sur les réseaux sociaux une vidéo qui met en cause l'agresseur de l'une d'entre elles. Pour le détail et pour ne pas spoiler, très lâchement je vais te laisser l'expliquer un petit peu après Nora. Pour moi ça parle d'amitié incandescente quand on est ado. Ça parle aussi d'agression sexuelle, de presque agression sexuelle, mais donc en fait d'agression sexuelle. Ça parle d'origine, ça parle de conflit d'identité, ça parle de la place du corps des femmes, ça parle aussi de la violence des hommes, ça parle de prise de conscience. Et puis je crois que ça parle aussi un petit peu de toi, Nora. Vu comme ça, on a l'impression que j'ai mis un melting pot de tout, mais ça se tient. Non, ouais, j'avais envie de parler de moi. Je pense que quand on écrit un premier film, en vrai, je pense que le secret pour le faire, parce que c'est long, c'est que voilà, faut que ça soit viscéral, et ça l'était de mon côté. Je voulais absolument parler de 2 sujets primordiaux auxquels voilà, j'attache une grosse importance. C'est les agressions et les violences faites aux femmes, parce que je suis moi-même victime, donc je porte ça en moi, et c'est ce pourquoi je suis arrivée dans le cinéma, finalement. Et je voulais aussi parler de la quête identitaire à la base. Parce que voilà, je suis née d'une double culture, double nationalité. Et voilà, et je suis un peu dans une quête identitaire que je trimballe depuis tout le temps.
Et je me suis dit comment faire un sujet, un film avec ces deux sujets, parce que je voulais pas en choisir l'un plus que l'autre. Et quand on fait un premier film, on ne sait pas s'il y en aura un deuxième. Donc voilà, j'ai essayé de mixer ça et ça donne HLM Pussy. Et les deux sont très liés finalement. Les deux sont très liés, ouais. J'ai réussi à les mettre ensemble pour que ça marche. Ton film parle de ce que j'en ai retenu en tout cas. Ça parle de la difficulté notamment qu'il y a quand on habite dans une cité, quand on est une fille, de pouvoir parler de ces sujets-là, des atteintes à son corps, quand c'est un proche. Quand on habite dans un pavillon, c'est peut-être un peu plus facile, on est moins exposé à la violence, au huis clos. Ça parle aussi des réputations qui se font, qui se défont sur les réseaux pour dénoncer, sur les murs de la cité dans ton film, pour humilier, pour faire chanter. Il y a un peu du syndrome de Stockholm aussi, qui décrit la situation dans laquelle le prisonnier s'attache à son geôlier. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Je sais pas, mais en tout cas, je vais revenir sur ce que tu as dit. Je n'ai pas dans ce film, il n'y a pas la cité versus les pavillons et comment ça se passe chez l'un et chez l'autre. C'est en nuance. C'est en nuance, mais en fait, ce que j'ai vraiment voulu dire et montrer, c'est que ça se passe partout et que ça se passe tout le temps. Un autre personnage qui va devenir une amie de Amina, Anne, porte aussi ce trauma et vient des milieux aisés. Et en fait, la vraie question, c'est quel que soit le milieu d'où tu viens, comment tu peux oser parler, comment tu peux oser dire non, comment tu peux... Voilà, enfin, le fait... Déjà de parler en tant que victime, c'est hyper dur parce que déjà d'admettre que ça t'est arrivé, ça veut dire que tu passes déjà dans un autre step, dans un autre stade, qui est même entre toi et toi, quoi. Et voilà, et je pense que l'omerta est partout. Et ce que je décris plus en fait dans cette opposition banlieue et zone pavillonnaire, on va dire, c'est plutôt la forme que prend le combat. C'est-à-dire que je pense, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je l'ai raconté dans le film, on ne peut pas demander à toutes les femmes de se battre de la même manière pour une même cause. En l'occurrence, là, tout ce qui est MeToo, agression faite aux femmes, etc. Parce que on n'a pas les mêmes priorités dans la vie. On ne vient pas du même milieu social, il y a des frontières et en fonction de l'éducation qu'on a eue, de nos traumas, de d'où on est né, etc., on a peut-être d'autres combats hiérarchiquement à faire, à se battre avant juste le fait d'être une femme. Et c'est ça que raconte le film aussi. Dans le chat, il y a Action aussi qui dit quand l'intervieweur, moi, explique de quoi parle le film devant la réal, est-ce que c'est du mansplaining ou une interview ? Bon, je t'ai mansplainé. Non, j'ai été malaisant. Non, c'est... Je pense pas, je non, le ça prends va, pas comme ça en tout cas. Je suis sympa, il y a de l'amour ici. C'est un film de contraste, hein. C'est frais, c'est aussi chargé, c'est autant pétillant que douloureux. On est tantôt avec des enfants qu'on voit un peu autrement, qu'on voit comme des adultes qui se cachent derrière des corps et derrière d'enfants. Des enfants qui ont dû grandir un peu trop vite parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, c'est un peu ça. Ouais, en fait, vraiment 15 ans. Il y a vraiment les deux. On voit, dans tes trois héroïnes, on les voit tantôt enfants, tantôt ados et tantôt adultes. Ouais, c'est exactement ça. C'est même au niveau de la réal, j'ai vraiment essayé de mettre des plans où on voit que c'est des enfants avec leurs petites mains boudinées de bébé là à un moment donné. Mais ils se font des câlins et tout dans le lit là, avec leurs oreillers. 15 ans pour moi, c'est vraiment l'âge, le passage de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Et ces jeunes sont adultes malgré eux dans le sens où on les a projetés dans une société qui porte que des combats d'adultes. Pour moi, je trouve ça tellement navrant, tellement triste qu'ils aient à s'approprier tout ce qui est... Même, on peut aller jusqu'au climat, mais là, je parle de tout ce qui est MeToo. Et donc, on leur a laissé un bordel. Ils sont là, ils essayent de se démerder avec leurs armes d'aujourd'hui, qui sont, entre autres, les réseaux sociaux. Donc voilà, en fait, moi, cette jeunesse, elle me fascine parce qu'ils sont là, parce qu'ils se battent, parce qu'ils veulent pas rentrer dans des cases, parce qu'ils sont en train de nettoyer notre bordel. Et je crois fort en cette génération. Je pense que c'est la génération du futur. Et je pense que petit à petit, tous ces faux débats autour du consentement et cette justice qui se fait qu'à moitié, j'ai l'impression, j'espère, je pense, peut-être utopiquement, qu'ils ont les clés entre les mains pour révolutionner tout ça. Parce que là, pour le coup, toi, c'était pas ton histoire à toi. Là, tu parles d'une génération qui n'est pas la tienne. Non, je voulais en fait raconter mon histoire dans le sens où j'ai été victime. Je porte des traumas. Comme Zineb, c'est dur de se relever de ça. Mais être une victime, c'est pas une fatalité. C'est aussi ce que raconte le film. Mais voilà, j'ai mis de moi beaucoup dans le personnage d'Amina finalement et un peu dans ces trois persos. Et voilà, et je voulais vraiment m'adresser aux victimes, c'est-à-dire que moi, si je suis dans le cinéma, c'est pas comme si j'ai pas rêvé d'être réal toute ma vie. C'était pas un rêve d'enfant. J'ai une culture cinématographique, mais désolée, à chier, vraiment. Et c'est un complexe. En fait, je suis juste une meuf qui, un jour, à 20 ans, a subi une agression sexuelle et qui, depuis, a voulu
en faire un film parce que comme exutoire et parce que le pouvoir des mots allié à la magie de l'image peut faire quelque chose. T'aurais pu en faire un livre. J'aurais pu en faire un livre, mais j'ai décidé de mettre des images dessus. Et je m'adresse vraiment aux spectateurs, aux petites poussilles partout dans le monde qui peut-être un jour pourront regarder ce film et peut-être un jour auront le courage de dire non, auront le courage de parler. Enfin, c'est tout ce que je souhaite à ces filles. T'as Silmaurine qui dit ça fait plaisir d'entendre une voix positive sur les générations en devenir, ça change, c'est vrai. Chez notre copine Léa Salamé à l'étage du dessus, chez Inter au 5e, tu as dit c'était dans la matinale et c'était joli. Il y a un MeToo de blanc, il y a un MeToo de femmes de banlieue qui arrive un peu après. On ne peut pas demander à tout le monde de se battre avec les mêmes armes et la même intensité. Ouais, bah c'est très juste. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le film à travers, merci, à travers le personnage de Djeneba et de Amina. Enfin, Amina. Et tu le montres très bien dans le film. Bah merci beaucoup. Merci. Non, mais j'essayais parce que je trouvais que c'est important à raconter. Et Amina, qui vit dans un milieu beaucoup plus aisé, en fait, cette quête qu'elle a de justice pour défendre Zineb, à qui il arrivait ça, et quand elle va poster la vidéo sans le consentement finalement de ses deux amis, tout ça c'est par amitié en fait. Elle les aime, ses copines. Et elle a envie de se fondre dans la masse de duo parce qu'elle sent qu'il y a quand même une frontière. Et c'est maladroit. Mais c'est que par amour, et c'est vrai qu'elle impose sa vision de grande penseuse, de sa vision de féministe, parce qu'elle est née avec ses codes, et ses copines lui rappellent doucement qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes facilités, on n'a pas les mêmes priorités, et voilà, c'est l'un des gros thèmes du film. Alors pour incarner tes trois héroïnes, tu as choisi, alors je sais pas si c'est toi qui as choisi, mais en tout cas les trois actrices se jouent super bien. Bien sûr que je les ai choisies quand même. Non mais c'est vraiment top. Le casting, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'il te fallait au départ? Chacune est arrivée avec son personnage ou c'est toi qui les as un peu façonnés à l'image de ce que tu avais en tête? Il y a un peu des deux peut-être? Bah en fait, quand ça fait 10 ans que tu écris un film, tu as des personnages et... Tu les avais déjà en tête? Je les avais en tête. Oui. Et ma seule crainte, c'était de pas avoir l'évidence. Je voulais pas, tu sais, genre juste prendre la meilleure des comédiennes que j'avais vues en casting. Non, je voulais que ce soit un coup de foudre, je voulais me dire c'est elle ou rien. Et j'ai eu la chance pour tous les acteurs, mais même pour Oscar Alafiane qui joue Zakaria, j'ai eu à chaque fois des évidences, des coups de foudre. Et entre autres, pour les trois poussis, on a posté une annonce sur les réseaux sociaux, sur les sites de casting officiels, etc. On a reçu presque 900 tapes. Je les ai toutes regardées avec ma dire de cast et je cherchais cette évidence. Et je l'ai eu pour toutes. Et Salma Takaline, ça s'est joué un peu autrement. C'est que chaque été, depuis quelques années, je fais des ateliers en banlieue où j'apprends à des jeunes à faire des films. Et là, un jour, j'ai vu cette petite nana traverser la pièce et je l'ai regardée, même un peu trop regardée. C'était presque flippant, je pense, de me voir la regarder. Parce qu'à l'époque, elle avait 15 ans. Enfin... Et je la vois et je me dis mais c'est Zineb. J'avais même pas entendu sa voix, j'avais rien entendu, je l'ai vue, j'ai senti que c'était elle quoi. Et j'ai été la voir et j'ai travaillé avec elle en amont du casting pour être sûre parce qu'elle avait rien fait et comme toutes d'ailleurs, mais voilà, je la voulais et je l'ai eu. Ton film, alors je déflore pas la fin parce que c'est pas que c'est anecdotique, pardon, mais enfin tu me diras peut-être que c'est pas de l'habillage, mais en tout cas tu termines avec Simone de Beauvoir. Oui. Je vais pas lire tout le texte de Simone de Beauvoir parce que vous pouvez le trouver sur internet, mais c'est au moins pour le début, c'est être une femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Ouais. C'est ça, être une femme, c'est pas une donnée naturelle. C'est vrai en fait. On nous forme dès l'enfance, même quand on est de manière complètement inconsciente, mais à la façon dont quand notre mère nous porte l'enfant, à la façon dont elle va manger, dont elle va déjà nous parler. Enfin, il y a un truc où on est façonné pour être femme et on n'est pas du tout éduqué de la même manière qu'un petit garçon, mais c'est complètement, enfin, c'est conscient et inconscient en fait. Et depuis le départ, on est né pour être une femme, pour devenir une femme, avec les codes de femme. Et sauf que je pense que la société a changé et qu'il y a un gros ménage à faire. Pourtant, c'est toujours le cas, en fait. Et oui, et donc voilà, j'ai voulu citer Simone de Beauvoir à ce moment-là du film parce que ça résumait parfaitement la fin de ce film, le devenir de ces quatre petites femmes et de leur amitié et de leur combat. Donc voilà. Puis tout ça dans une musique qui est assez entraînante quand même. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Écoute, que le film résonne chez des personnes, que ce soit hommes et filles et femmes, pardon. Peut-être que si le film peut éveiller, peut bousculer, peut sauver une meuf, je sais pas.
je souhaite juste qu'il soit vu par les bonnes personnes et sachez juste que je réponds à tous les messages Instagram. Donc parce qu'il y a beaucoup... Fais gaffe à ce que tu dis. mais non, mais parce qu'il y a beaucoup de femmes de jeunes filles ou de femmes plus adultes qui viennent m'écrire en témoignant ce qu'elles ont vécu, en me témoignant un tas de choses et ça me touche. Et c'est pour ça que j'ai fait un film. Donc si je m'engage à répondre à tout le monde. Merci Nora. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est HLM Poussy, ça sort en salle le 6 mars. C'est la fin de ce stream les amis. Il est 19h58 passé de 20 secondes. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous nos invités. Merci Nora. Tu achèves la longue séquence de 2 heures du jeudi soir. On y est arrivé. Merci à vous dans le chat bien sûr. Merci à Cyril à la régie à ma droite que vous ne voyez pas. À Stéphanie Berlu au visuel au 4e étage que vous ne voyez pas non plus. Merci à Aladine que vous ne voyez pas non plus pour ses excellentes bonnes idées. Merci à Mathis à la programmation. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch, sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion autour du stream, rendez-vous sur Discord. Julo va mettre le lien dans le chat normalement. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc mercredi midi. Ce sera avec Sarah Calaman. Moi, je vous retrouve jeudi soir prochain. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.